en veut toujours plus avec la Mishnah aux éditions Pinchas Félix Ohayon. Bonjour et bienvenue à la nouvelle émission cette semaine de On en veut toujours plus. Toujours avec mon ami, je peux dire mon ami avec toutes ces émissions. On peut. Le grand Rav, le grand Dayan, Ravishai. Merci d'être présent avec nous, Ravishai. Oui. Alors aujourd'hui, comme chaque émission, un plateau avec nos chroniqueurs habituels. Stéphane qui était déjà là la semaine dernière, qui est revenu, apparemment il a aimé. Bonjour Stéphane. Beaucoup apprécié. On ne parle pas de football, on a dit aujourd'hui. Hein. Plus de football. Plus de football. Franck, oui, toujours là avec son Toujours brushing. Ouais, non, cette semaine, t'as vu, j'ai coupé les cheveux. Ouais, non, t'es beau gosse, ça va. T'as vu? Ouais, impeccable. Sympa, hein? Corinne, bonjour, bienvenue. Bonjour. Voilà. À tous. Merci d'être là. Vous avez de machine aujourd'hui. On s'en fout. Alors, ok, pardon. Merci Corinne, t'es très belle. Et Aharon Raviv, c'est pas le Rav Raviv, c'était la semaine dernière, c'est le Rav Eli Kling. Merci beaucoup d'être venu, Rav. C'est un vrai plaisir. De très loin, du sud d'Israël. Du centre du pays. De Chemdat Tadarom. El Chemdat Tadarom, oui. Voilà, Chemdat Tadarom. C'est vraiment au centre du pays. C'est où exactement? C'est à côté de... Netivot. À Netivot. Okay. Si tu prends Rosh Hanikra et Elat, voilà. Tu plies la carte en deux, là où il y a le pli, donc le centre. C'est Chemdat Tadarom. Ah, c'est pas Tel Aviv. Ah, pas du tout. Tel Aviv, c'est le Grand Nord. D'accord. Ah, c'est un peu chaud là en ce moment chez vous ou ça va? Non, pas spécialement. Non, tout va bien. Non, il n'y a pas trop de roquettes. Non, nous, on n'existe pas pour le Hamas. Ils visent plutôt les voisins de Sderot. C'est très gênant pour Sderot, mais nous, c'est un petit peu vexant. Nous... Alors, on fait un appel au Hamas. Chazve Shalom. Vas-y, commence. Ah oui, il faut qu'on explique au Rav Eli Kling. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le droit de veto du Ravishai dès qu'on dit une grosse bêtise. Il y a que lui qui a le droit de veto. C'est un peu le Donald Trump de l'ONU, quoi. Voilà. Vas-y, continue. C'est pour le brushing que tu n'as pas voulu... Voilà. Okay. Ah, ça y est, il a compris comment ça marche. Hein. Il a kiffé. C'était mon cadeau. Hein. Vas-y, arrête maintenant. Vas-y, continue l'émission. Alors, on va tout de suite commencer avec la question du jour. Jingle, la question du jour. La question du jour. Il y a des vrais jingles. Hein, ça, c'est... Ouais. Ah oui, c'est pas artisanal. La question du jour. La question du jour. Alors, la question du jour aujourd'hui, avec notre ami le Rav Eli Kling. Et la question du jour, elle est un peu basée, elle va peut-être faire un peu de bruit aujourd'hui, cette question du jour. Elle est basée sur un post que j'ai vu sur Facebook de Rav Eli Kling il n'y a pas longtemps. Voilà. Est-ce que les rabbanim ont obligation aujourd'hui, dans notre période pré-messianique, de demander aux gens de faire l'Aliyah dans les pays en route Laaretz? Comment tu as pu déduire ça d'un post que j'ai écrit pour c'est une pensée lévinassienne qui a eu suite à... C'est un très grand savant, il faut savoir. C'est lévinassienne, hein, une pensée lévinassienne que Rav Eli Kling a citée sur Facebook. Vous pouvez le retrouver sur sa page Eli Kling, allez le lire. C'est l'unique responsable de cette interprétation. Voilà, donc est-ce qu'aujourd'hui les grands rabbinim, les rabbinim en général, le grand rabbin de France, les grands rabbins doivent demander l'Aliyah? Franck? Oui. Oui. Je ne sais pas, la vérité. La seule chose que je peux te répondre, c'est que c'est une anecdote. C'est que Zichrono Livracha Baba Saleh, quand il est décédé parce que en fait, il avait vu une deuxième Shoah qui devait s'abattre sur le Ham Israël. Et à partir de là, il a décidé de jeûner. Il a porté un jeûne d'un certain nombre de jours, qui était, je crois, de 30 jours. Et jusqu'à qu'après, il est parti, il nous a quittés. Mais quand il avait vu cette Shoah, un ami à moi qui était proche de lui, un Rav,
que je connais très bien, il lui avait posé la question, est-ce que tout le Ham Israël il aurait dû être là? Et il a dit, écoute, c'est bien que l'Am Israël soit réparti dans le monde entier, parce que pour l'instant, ça maintient le monde entier. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas si, avec les temps dans lesquels on vit, tout le Ham Israël doit vraiment être en Eretz Israël. Moi, je pense que oui, mais maintenant, est-ce que c'est les rabbinim qui doivent prendre cette décision? Corinne. Bah, moi, inévitablement, oui. Oui, un juif doit vivre sur sa terre. Vu la situation aujourd'hui en Europe, l'antisémitisme qui monte sans arrêt, il n'y a pas de doute pour moi qu'un juif doit vivre sur sa terre. Donc toi, tu dis que les grands rabbinim, le grand rabbin de France, doit demander aux... Absolument. En tant que rabbin, si j'étais rabbin, je pense que je demanderais ça. Stéphane. Je serais un peu plus nuancé que mes deux amis. Je pense que tout juif a sa place en Eretz Israël. Maintenant, je dirais qu'un responsable communautaire qui vit à l'extérieur, qui vit à l'étranger, doit envoyer les gens en Israël, mais son travail, d'après moi, il doit s'assurer que cette famille qui va bien en Israël ait un travail, que les enfants trouvent des écoles adéquates. C'est impossible. Qu'on trouve une vie. Non, mais Tu me demandes. Moi, je pense, d'accord. C'est Maintenant, pas... oui, d'accord. Dans ce cas-là, c'est pas la envoyer des NPE. familles. voilà. Alors, je sais pas. Alors, moi, je pense que c'est très, très difficile qu'un rabbin qui resterait, lui, en Rousse-Larès, dise, écoutez, les gars, faites l'alia, partez, allez-y. Moi, ça fait 7 ans que je suis là. C'est pas simple. Il y a plein de problématiques. On a les écoles, il faut un travail, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc, c'est sûr qu'on aimerait, dans l'idéal, que tout le monde soit là. Mais je pense que les rabbins, peut-être, doivent... C'est vrai que c'est pas aussi leur boulot. Alors, Rav Kling, on se retrouve avec un explorateur, là. Non, certainement pas. Non, pas du tout. Explorateur, que de grands mots. Non, non, pas du tout. Ceci dit, il est évident qu'un rabbin, il est aussi là pour prendre position sur l'histoire du peuple juif et l'histoire du peuple juif qui le concerne. C'est-à-dire dont il est contemporain. Alors quand il se passe un truc aussi énorme que le retour massif du peuple juif sur sa terre, c'est évident qu'il ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Après, le cas par cas, c'est le cas par cas, évidemment. Il ne s'agit pas d'envoyer des gens sans préparation, etc. Mais ça, c'est pas... Quand on parle de rabbin et de prise de position, on parle de prise de position, c'est-à-dire qu'un rabbin, normalement, il est censé, comme il parle aux gens de mettre les tefilines, comme il leur fait de la... Moi, je me souviens, j'ai une petite anecdote. Quand j'étais beaucoup plus jeune et plus beau également, il y avait dans un... Tu es très beau, Rav Kling. Oui, mais enfin bon, c'est une autre beauté. Oui. C'est voilà, qui est l'expérience. Ouais. Donc il y avait là-bas, c'était une grande banlieue parisienne, dont je tairai le nom parce qu'on va tout de suite savoir qui est là-bas. Donc une grande banlieue parisienne avec une grande communauté juive. C'était où? Et- Je sais ce qui Créteil ou Sarcelles. Laisse-le tranquille. Alors, on continue. Arrêtez. Je ne dirai rien. Allez. Ouais. Donc, le rabbin nous a reçus avec beaucoup de... On était des jeunes comme ça qui venaient à peine de terminer la yeshiva, puis on se demandait un petit peu quel genre de travail communautaire on devait faire. On avait déjà l'intention de partir en Israël, mais enfin, c'était pas immédiat. Et donc, on est allé voir ce rabbin qui était une grande personnalité. Et on a passé chez lui un Shabbat, et puis le dimanche matin, il nous dit, venez au bureau. Et on arrive au bureau, il téléphone devant nous à un de ses fidèles, et il lui dit, je t'ai pas vu à la tefila ce matin. C'était dimanche, 9h du matin. Je t'ai pas vu à la tefila ce matin. Et le type, on imagine, on n'entend pas, on imagine qu'il commence un petit peu à bégayer au téléphone, en train d'expliquer, voilà, j'ai pas pu, il y a eu un problème hier soir, et on s'est couché tard, etc. Il était à la messe, Alors en il fait. lui dit, bon, mais... il lui dit, mais au moins, les tefilines, tu les as mis? Non. Jamais, lui. C'était la messe. Vas-y. Les tefilines, tu les as mis? Il dit, ah non, je les ai pas mis. Ben alors, qu'est-ce que t'attends, mets-les? Il dit, bon, donc je vais les mettre. Non, tu les mets maintenant, je t'attends, je suis au téléphone, je t'attends. Et le type a sans doute mis les tefilines, et ensuite seulement il a raccroché. En raccrochant, avec un grand sourire, il nous dit, tu vois, ça c'est l'influence qu'on peut avoir que moi j'ai sur mes fidèles. On est tellement proches que je peux me permettre de leur dire les tefilines. Et moi, sans réfléchir trop, quoi, je lui dis, et la dernière fois que tu lui as dit de faire son alia ou de penser à faire son alia, c'était quand? Il s'est tu, il m'a regardé comme si je descendais de Mars ou de Vénus, et puis il me dit mais ça c'est beaucoup trop personnel comme décision. C'est-à-dire rentrer dans les tefilines du matin et dans l'emploi du temps du brave monsieur le dimanche matin, ça c'est pas une incursion aux yeux du rabbin dans la vie privée du bonhomme. Mais lui dire, dis-moi, tu devrais penser à participer à la grande aventure du peuple juif qui aujourd'hui retourne sur sa terre, ça devient plus problématique. C'est de ça que je parle. Et je suppose que dans le poste en question, c'est de ça que j'avais parlé également. C'est-à-dire une prise de position qui soit claire, qui soit franche, qui soit
officielle. Et après, évidemment, j'ai pas dit qu'il fallait forcer les gens à partir le lendemain, etc. Bien sûr que ça se prépare, bien sûr qu'il ne s'agit pas d'envoyer les gens n'importe où, n'importe comment, etc. Évidemment, c'est pas non plus son rôle, c'est pas. Mais au moins lui faire comprendre que la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire où il y a une possibilité finalement pas si compliquée que ça, qui existe en tout cas, qui est réelle, de prendre un billet d'avion et de faire comme on fait aujourd'hui à peu près 50% du peuple, c'est-à-dire de prendre le train de l'histoire qui est en marche, eh bien, au moins le mettre devant les responsabilités. C'est pas la position de rabbin aujourd'hui, c'est pas la même position qu'un rabbin, je sais pas, au XVe siècle ou au XVIIe siècle, où là-bas, évidemment, il n'y a pas de possibilité réelle de pouvoir traduire cet amour qu'on a pour Eretz Israël par une installation dans le pays. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a un État, il y a un peuple, il y a la Torah qui revit ici, il y a le peuple juif qui revit ici. Et donc, la situation, du coup, depuis la création de l'État d'Israël, si vous voulez, la diaspora est devenue un vrai exil. C'est-à-dire, on est vraiment en exil, on est une diaspora d'Eretz Israël. Et c'est ça que le rabbin doit dire à ses ouailles. Et c'est à eux de prendre la responsabilité. Bien sûr, c'est à eux de prendre les responsabilités. Il faut que le rabbin disent les choses telles qu'elles sont. Alors, Rav Yishai, votre avis sur la question. Est-ce que, déjà, les rabbinim, donc on va dire le grand rabbin de France, ou le grand rabbin des États-Unis, ou qu'importe. Regardez, déjà bonjour au grand rabbin de France, au Rav Chaim Korcia. Voilà, on l'embrasse, j'espère qu'il nous regarde. Voilà, et on l'invite d'ailleurs, s'il veut venir, notre plateau est ouvert. Est-ce qu'ils ont mission aujourd'hui, telle que depuis qu'Israël existe, il y a différentes positions là, parce que lorsque vous parlez des grands rabbins en place dans les pays, comme le grand rabbin de France, il a une position que vous le vouliez ou non, il est mis en place par l'État français, il est fonctionnaire de l'État français, d'accord ? Il est censé représenter la communauté israélite de France, avec l'accent français, d'accord ? Donc, entre guillemets, il est là pour gérer les problèmes de la communauté juive de France. D'accord ? Et les problèmes cultuels, religieux de la communauté. D'accord ? Donc il doit faire attention de ne pas rentrer dans une dimension politique ou pro-sioniste ou autre, parce que c'est très délicat, parce que malheureusement, de par sa position, s'il a publiquement une telle position, ça va encourager tous les propos antisémites qui sont déjà... on n'a pas besoin de les encourager, ils sont là d'eux-mêmes, d'un côté. Ça, c'est premièrement. Donc, c'est très délicat. Donc, de venir et de... Maintenant, il y a le grand rabbin qui est en place. Après, il y a les rabbanim. Est-ce que la terre d'Israël... Parce que c'est ça la véritable... Sur quoi joue le Rav Kling avec sa façon de provoquer? Ça fait un petit peu longtemps qu'on se connaît. D'accord? Quand même. On va le rappeler. Moi, je suis arrivé en Israël, c'est un peu grâce à lui. D'accord? Il a réussi à convaincre mon père à m'envoyer à l'Yeshiva en Israël. Donc il se souvient ou pas le ça ne rajeunit pas cette histoire. Hein. Non, mais bon, voilà. Mais soit dit en passant, vous êtes toujours aussi beau, Vodarav. En tout bien, tout honneur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement, on voit tout simplement, lui, ce qu'a le Rav Kling, c'est une façon de provoquer, c'est un agitateur de pensée, dans le sens positif du terme. Dans le sens où, est-ce que la Torah donne une place importante à la terre d'Israël? La réponse est oui. Est-ce que la Torah considère que le fait d'habiter sur la terre d'Israël, c'est une misva? La réponse est oui. Donc si ces deux réponses existent, comment se fait-il aujourd'hui que les rabbins, dans le cadre de l'enseignement de la Torah et les misvot à travers le monde, pas les rabbins en place qui sont entre deux, les pauvres, d'accord? Cela, bon, ils sont dans des positions compliquées. Mais comment ça se fait que il n'y a pas cet enseignement-là systématique de dire la terre d'Israël est importante, venir en Israël c'est important, habiter sur la terre d'Israël en accomplissant Torah Mitzvot c'est important. Pourquoi? Parce que le fait que ce discours n'ait pas existé aujourd'hui en France, on voit aujourd'hui une jeunesse, et là Rav Kling sera d'accord avec moi, il fut une époque où les gens, jusque dans les années 90, lorsqu'ils venaient et faisaient leur alia en Israël, c'était une alia religieuse pour eux. Ils venaient sur la Terre Sainte. D'accord? Et aujourd'hui, on voit un nouveau phénomène où aujourd'hui on a une alia sioniste, où ils ont enlevé totalement le côté religieux, même chez les Français. Donc on a aujourd'hui des gens qui viennent et qui font leur alia. La nouvelle alia aujourd'hui, entre guillemets, qu'on retrouve à Tel Aviv et dans le centre du pays. Pardon, Rav. Pardon. Le sionisme, on est sioniste ou on ne l'est pas. On monte pour l'amour d'Israël ou pour la religion. Justement, vous voyez, par ce nouveau terme, entre guillemets, de sionisme, d'accord, on a créé un problème. Parce qu'aujourd'hui, les antisémites, ils disent pas qu'ils sont antisémites, ils disent qu'ils sont anti-sionistes.
contre un programme politique. Alors que la Torah n'a aucun programme politique, et la Torah, tout le but de la Torah, d'être sorti d'Égypte, d'avoir passé 40 ans dans le désert, d'accord, et on en parle encore dans la paracha de la semaine, c'est de rentrer sur la terre d'Israël, et tout le but, on nous dit que toute la Torah, elle a été donnée pour être faite sur la terre d'Israël. Donc tout le but, c'est de rentrer sur la terre d'Israël. Donc, vous comprenez ou pas? On en conclut. Donc on en conclut que la terre d'Israël est importante, sans le programme politique sioniste, entre guillemets, qui a pris naissance au début fin 19e. Fin 19e siècle, début du... Et c'est avec le Gaon de Vilna, d'ailleurs, que ça a commencé. Alors, on ne parle pas du même sionisme. Sionisme politique, c'est fin 19e siècle. Oui, on est d'accord. Le sionisme, qui est l'attrait d'Eretz Israël, l'amour et l'importance d'Eretz Israël, ça existe depuis toujours. Mais c'est le Gaon de Vilna qui a rappelé l'importance, en réalité. C'est lui, dans le monde ashkénaze, et on n'oubliera pas que c'est le monde ashkénaze qui s'est réveillé parce qu'ils étaient persécutés à leur époque, déjà. D'accord. Et le Gaon de Vilna, en tant que Gaon, il a dit, il y a un danger aujourd'hui pour les Juifs en Europe, à son époque déjà. Il a dit, on a une obligation aujourd'hui, 100 ans avant le progrès congressionniste mondial, il a dit, on a l'obligation de monter en Israël. Alors, pourquoi il n'y a pas suffisamment de Gaon de Vilna aujourd'hui? Alors, voilà. Alors, non, mais c'est vrai, je pose la question très sérieusement. Je comprends la question. Quel problème? Est-ce que je peux... Ce qui était vrai à l'époque du Gaon, est-ce que je peux... 10 fois plus aujourd'hui. Est-ce que je peux... Voilà. Donc, regarde, on va faire l'arroseur arrosé. Attends, je vais reprendre ces enseignements. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, il y a une chose qui est ici qui est très importante. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, il y a toujours, entre guillemets, le danger des gens qui, Bechutz Laaretz, font partie d'une communauté, ont l'impression de fonctionner dans la communauté et ont un rapprochement des cours de Torah et de la spiritualité. Systématiquement, ils mettent leurs enfants à l'école juive pour des raisons religieuses ou des raisons sécuritaires ou autres. Mais il y a le fait de pouvoir s'épanouir spirituellement en dehors d'Israël. Et quand on vient en Israël, il y a tellement de débats sur la terre d'Israël entre les Bnei Israël dans ce pays, ce qui est le propre du juif, hein, d'accord, le débat. Mais on voit quoi en réalité? Il y a tellement de débats que les gens, certaines personnes, lorsqu'ils font leur alia, ils la préparent mal, donc ils n'arrivent pas au bon endroit, dans le bon quartier. C'est-à-dire, moi, j'ai plein d'exemples à donner de familles qui sont arrivées du 19e, par exemple, arrondissement, à Netanya, dans des quartiers très, 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 très beaux, qui avaient leurs enfants dans des écoles religieuses qui avaient un excellent niveau, et puis d'un seul coup, ils ont mis leurs enfants dans d'autres écoles, dans d'autres quartiers, dans d'autres trucs. Toute la famille, non mais juste, j'explique le raisonnement. Ouais. J'ai pas dit que je suis pour ou contre, j'explique juste le raisonnement de vos arabes. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit ces familles-là baisser spirituellement. Pourquoi? Parce que l'idée de la Aliyah, du fait que les rabbanim n'aient pas systématiquement éduqué les gens avec le fait de dire Aliyah, c'est Eretz HaKodesh. Aliyah, c'est, si on voit sur le plan géographique, c'est pas la terre la plus élevée par rapport aux autres terres, sur le plan géographique, d'accord, en termes d'altitude. Mais on voit qu'en termes de spiritualité, l'altitude de la terre d'Israël, elle est très élevée. Et du fait qu'il n'y ait pas eu cette éducation aujourd'hui, qui a été faite dans les communautés, ce qui est problématique, et en ça je vous rejoins, le fait que l'éducation n'ait pas été faite et que normalement cette éducation se fait dans le cadre de l'enseignement de la Torah, parce que la Torah dit la terre d'Israël a une place importante, ça a donné naissance à tous les débats qu'on a aujourd'hui. Ce qui veut dire que si à une époque, on avait eu le discours de dire il est important aujourd'hui, on a notre terre, il est important de venir, de s'organiser en communauté sur la terre d'Israël, de revenir de façon massive, de s'organiser, etc. On n'aurait pas cette problématique aujourd'hui où les gens viennent ici, ils peuvent même pas s'organiser en communauté, ils ont du mal à trouver leur place. Pauvre. Vraiment, c'est terrible la situation. Il vaut beaucoup mieux risquer. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on ne parle pas du même. On parle pas des mêmes juifs qui sont en Eretz Israël, on ne parle pas des mêmes juifs qui sont en Côte-Saret. Enfin, de quoi on parle? On parle de choisir entre deux possibilités. Une possibilité de vivre dans un pays avec toutes les écoles juives du monde et avec tous les restaurants cachers, avec tout ce que vous voulez, où il y a. Je ne veux pas dire des chiffres qui ne sont pas vérifiés, je dis uniquement les choses qui sont vraiment vérifiées, où il y a plus de 60% de mariages qui ne sont pas des mariages entre juifs, d'une part, c'est-à-dire qu'on perd... Vous parlez en Europe? Je parle de la France, bien sûr. La France, 75%. Il y a fait je ne voulais pas le dire 75% parce que j'avais peur que quelqu'un me dise c'est pas 75%. Non, 75%. 75%. Et le rabbin, qui sous-prétexte qu'il a peur que le juif risque d'arriver à Netanya et mal préparer son truc, et au lieu d'arriver dans telle école, au lieu d'arriver dans telle école, il va dans l'autre école. À cause de ça, je préfère qu'il reste chez moi, sachant très bien qu'il a 75% de chance. Et c'est pas important s'il est fils de rabbin ou s'il est à l'école juive. Moi, je connais, et vous connaissez certainement également, j'ai de la famille proche de gens qui sont des piliers de yeshiva.
et dont les enfants sortent avec des goyotes. Des gens qui ont fait de la yeshiva, ils ont même été envoyés 1 an ici pour faire la yeshiva, ils sont et on prend ce risque-là, hein, qui est un risque presque écrit. C'est-à-dire le type va aller à la fac, alors ok, il y a une communauté, et alors il y a une communauté. Et on prend sur... C'est comme un bateau qui est en train de couler, et le type dit ok, d'accord, il y a une petite barque qui peut le sortir de là, mais va savoir, peut-être que dans l'autre bateau qui a un rafio qui n'est pas du tout en train de couler, lui, il risque d'aller dans une cabine qui n'est pas exactement celle qu'il faut, et après, va savoir s'il aura le courage de changer de cabine. Regarde, il est en train de couler, tu comprends? C'est ça qui me semble ahurissant. On est en train de parler comme si on parle de deux possibilités équivalentes. Et je parle au niveau du judaïsme, du maintien du judaïsme, c'est ça que je parle. Il y a un véritable problème, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Il y a quelques petites communautés en France aujourd'hui qui ont une certaine pratique et qui se renforcent, etc. Mais la majeure partie des juifs de France, on a énormément de juifs qui sont même pas en banlieue, qui sont en province, et eux, on les a totalement perdus. Il y a des communautés qui ont disparu aujourd'hui. Moi, je parle même des communautés les plus... Sauf Metz. On est d'accord. Maintenant, attends. Non, Rav Kling, sauf Metz. Alors, on parle de faire... Fabrice, on parle de faire l'alia religieuse ou l'alia physique. L'alia. Moi, ce que je on pense... parle d'un côté 75% de mariage mixte, d'accord, et de l'autre côté Israël. Moi, ce que je pense, c'est que... Juste... Ah, t'as pas terminé? Non, juste, aujourd'hui, malheureusement, de par ces problèmes-là, les gens n'étant pas venus de façon massive, aujourd'hui, il y a un autre problème en Israël, c'est qu'aujourd'hui, il y a de l'assimilation en Israël aussi, il y a des problèmes. On a des gens qui luttent entre guillemets, pour des notions de mariage civil ou autre, parce que le Torah ou Mitzvot, ça les dérange à un niveau ou à un autre. Et tout ça, on ne l'aurait pas connu, entre guillemets. Pourquoi? Parce que moi, je suis dans le milieu orthodoxe, à Bnei Brak. Et j'ai toujours des orthodoxes qui sont époustouflés. Quand ils viennent dans mes smachot, mariage, bar mitzvot, brit mila, ils voient que je m'occupe aussi de beaucoup de Français qui viennent, des Français, des fois en short, ou sans la kippa, ils mettent la kippa à l'entrée de la salle, etc. Et quand ils parlent avec ces Français qui viennent de Chutz-Laretz, ils voient leur attachement à la Torah, au mitzvot, le respect de la Torah, le respect des mitzvot, et ça casse toutes les idées préconçues qu'on a en Israël. D'accord? Tous les préjugés qu'ils ont en Israël, de dire celui-là il n'a pas la kippa, donc il est contre la Torah. Et celui-là il a la kippa noire, donc il est contre l'armée. Et on leur casse tous leurs préjugés. Et c'est ça le truc qu'il y a. Et c'est malheureux qu'on n'ait pas encouragé une telle alia à venir ici, qui était à la base une alia de qualité, qui aujourd'hui devient une alia qui suffoque. Parce que l'alia française aujourd'hui, c'est une alia où les gens n'ont pas de formation professionnelle pour la majeure partie d'entre eux, ils n'ont pas de langue, ils travaillent aujourd'hui dans des bureaux qui provoquent énormément de Chilul Hashem bechutz laaretz, parce qu'ils, sous prétexte qu'ils n'ont pas de métier, et qui ne cherchent pas, et qui n'ont pas le temps et la possibilité de s'intégrer comme il se doit, parce qu'on n'a pas su gérer le problème comme il se doit, et on n'a fait que repousser le momentum. D'accord ? Soyons moins d'accord sur le fait que les responsables communautaires, qu'ils soient responsables communautaires religieux ou qui ont une responsabilité communautaire autre en France, devraient normalement, étant donné la situation du peuple juif aujourd'hui, surtout maintenant, ils ont inauguré la place Nakba ou la rue Nakba à Beson, devraient favoriser, dans la mesure du possible, l'ALIA des jeunes. Parce que ce que vous dites à propos des problèmes de langue, des problèmes de parnassa, des problèmes de trucs, évidemment, si on arrive ici à 45 ans, ça pourrait être pris en charge. Si on arrive à 45 ans, c'est vrai, c'est plus compliqué. Bien sûr, mais il y a quand même une possibilité de partir à 18 ans, partir au moment où il y a encore toutes les possibilités, d'apprendre l'hébreu et d'apprendre... Moi, c'est ce que je dis toujours à mes clients et à des personnes qui je fais des réceptions en Israël et qui habitent en France. Je leur dis tous, écoutez, aujourd'hui, on a un certain âge, c'est 40, 50, 60 ans, on ne peut pas faire l'alia. Il faut envoyer d'abord vos enfants, les mettre dans des universités... Comment ? C'est pas exactement ce que je dis, mais c'est pas grave. Il dit qu'envoyer les enfants... Non, envoyer les enfants jeunes dans des universités où eux, ils vont avoir la langue, avoir la mentalité israélienne, et après eux, il leur reste quoi, 10 ans, 15 ans, entre 40 et 60 pour prendre leur retraite. En fait, venir leur ment pas. On peut pas mentir aux gens, leur dire viens à 40 ans, tout va bien se passer, d'accord? T'as pas la langue, parce qu'à 40 ans, déjà on a une fatigue de monter une affaire en Israël, c'est difficile. C'est plus difficile qu'en France. Mais remonter une affaire alors qu'on a déjà œuvré en France, c'est difficile. On va pas non plus faire à la faute des explorateurs. C'est aujourd'hui, c'est très difficile. Non, c'est pas la faute des explorateurs. Non, mais ce que je veux dire. Mais comme il a dit le Rav Isha, il faut comprendre. Aussi, moi, je vois en France. Attends, mais il faut parler quand même que tous les gens qui sont montés à 40 ans, eh ben, tu as soit l'Alia Boeing, qui ont fait des destructions de couples,
Soit tu as des gens qui travaillent dans des bureaux un petit peu spéciaux. Bon, très bien, mais comme On le est dit, d'accord que Mais comme le dit la meilleure solution, c'est justement, comme il dit le Rav Kling, faites justement, monter vos enfants. ce que dit C'est le ce que j'ai dit. Donc faites monter Non, vos enfants. ce que dit le Mais Rav il Kling- faut dire aussi à l'agent juif, arrêtez de forcer les gens à l'agent monter à juif, 40 ans, à force- 50 ans. Non, l'agent juif, ils disent que c'est hyper facile de monter en Israël. Arrête, la France, c'est pas si facile que ça. L'agent juif, ils te mettent beaucoup de Oh, bâtons si, dans on les dirait roues. qu'ils ont des pourcentages. Alors voilà, on va finir. Bon. On va finir. J'ai adoré. J'ai adoré. Je savais que ça allait. Mais tout ce que veut dire le Rav Kling, et en ça il a raison, c'est qu'en réalité, ce qui aurait dû être mis en place, c'est au lieu de dire aux gens faites votre alia et sur place on vous prépare à la vie en Israël, venez déjà au sein des communautés qu'on prépare les gens à la vie en Israël, qu'on leur organise des ulpan au sein des communautés. Exactement, parler Non. hébreu avant de venir. Voilà, d'organiser des Tout simple. ulpan, de leur parler des mentalités, de faire venir des gens de différentes mouvances pour leur montrer ce qui se passe en Israël, etc. Si on est contre une certaine mouvance, alors faire venir les rabbins qui plaît à ces responsables communautaires pour organiser la vie en Israël comme il se doit. Mais c'est pour ça que je te C'est ça, en dis que réalité. c'est pour ça que moi je te Attendez, dis. le Rav Sitzuk, Attends, Zichrono moi je vais. Livracha, C'est pour ça que. il l'avait quand même dit. Mais il a dit, bien sûr. Il l'a dit. Bien sûr. Il a eu Mais c'est pour ça que. Kol moi- Hakavod, c'est le seul Rav Moi, qui a été. Non, c'est pas le seul. Enfin, C'est pas le seul. Le seul grand rabbin de des France Rav, qui a dit. rabbin de France, Oui. Zichrono Livracha, Ça, en tant que grand rabbin de France, oui. il l'a dit. Oui. Donc, Ancien il grand a rabbin pas- de il a France. Il n'était fait- pas grand rabbin de France quand il a fait. Il n'était L'homme pas jamais, dit. mais pour nous, Ok. il était- Bon. il l'a pas fait dans le politico-correct. Non, c'est pour. Ça, j'apprécie. C'est Non, pour non, ça c'était qu'il pas faut un savoir rabbin de œuvrer, cour, hein. faire l'alia. C'était pas un Il faut juif de dire cour. la vérité. Est-ce que moi, ce que je reproche à l'agent juif, c'est ils disent que tout est beau. Alors, plus personne. Non, c'est fini. D'abord, il le dit. Ah non, ça fait longtemps que tu n'as pas été à l'agent juif. Hein. Ça fait Non, longtemps. non. Ok, très bien. On va s'arrêter sur ce s'arrêtera sujet là. parce qu'il y a encore des heures et on pourra faire une émission spéciale. On demandera à Shim Shonati de nous faire une émission spéciale avec une bonne équipe Ça, c'est intéressant. de Mitna Halim qui vont venir. Voilà. Allez, tu arrêtes ça, Alors on attends. va passer à la Alors. prochaine. Hein, voilà, on a eu le bip le veto de Donald. Je l'attendais. On va passer tout de suite à une réflexion pour réfléchir. Jingle, une expression, une réflexion pour réfléchir. J'y arriverai jamais. Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. J'espère que tout va bien se passer, que vous allez pouvoir encore apprendre et encore évoluer dans la bonne humeur. J'ai réfléchi à une notion, une phrase que j'avais dit dans un cours, que en fait la tristesse, c'est le temps que tu octroies à ta douleur. La douleur, elle est objective, elle est réelle, elle est concrète. Tu as eu mal. Après, pourquoi cette douleur, elle va durer 20 minutes ou elle va durer des années? C'est en fonction de combien elle va être alimentée. Et ça, c'est le temps que tu lui donnes et l'attention que tu lui portes. Est-ce que c'est ça la notion de la tristesse? Réfléchissez. À bientôt. Alors voilà, merci beaucoup Rav Ben Chetrit de nous faire des réflexions où il faut vraiment réfléchir. Alors pour réfléchir, on a ce qu'il faut sur notre plateau aujourd'hui. On a deux grands réfléchisseurs. Alors Rav Kling, une petite réflexion pour la réflexion de Rav Ben Chetrit. Je ne sais pas si j'ai bien compris jusqu'au bout ce qu'il voulait dire. Personne ne sait si on a bien Parce compris. que moi, jusqu'au Fabrice, bout. je suis très triste et j'ai la douleur de ne pas pouvoir répondre. Oui, j'ai bien compris. Donc je ne sais pas si j'ai vraiment compris ce qu'il voulait dire. Mais s'il voulait dire que la douleur, c'est en effet quelque chose d'objectif, mais ce qu'on en fait dépend ensuite de chacun d'entre nous, et que de cette douleur, on peut finalement essayer d'en faire une sorte de tremplin pour rebondir bien plus haut que ce qu'on était avant. Autrement dit, finalement, en regardant en arrière, se dire que ça nous a apporté malgré tout quelque chose, si c'est ça qu'il voulait dire, en effet, c'est une réflexion qui a la chance d'avoir été posée. Et en effet, on devrait chacun la prendre pour soi. Et on a trop souvent tendance à croire que ce qui nous arrive est là pour nous accabler lorsque c'est dans le domaine du malheur, alors que la vérité, c'est vrai que ça dépend beaucoup de quelle manière on le perçoit. Merci, Ravishai. Alors, Ravishai, très bien. Alors, on dit Ezo Hachir Asamer Bechelko, on en a déjà parlé dans les émissions précédentes, d'accord? Donc ça veut dire le fait de se réjouir, même à travers ces épreuves, de toujours chercher à voir les choses sous un angle positif, d'accord? C'est ce qui va définir un choix en réalité. Moi, je fais le choix d'apprécier ma réalité sous un angle positif ou négatif, d'accord? Et ce qui va définir si oui ou non je vais être malheureux ou heureux. C'est-à-dire des fois notre malheur,
entre guillemets, nos petits soucis de chaque jour peuvent être pour notre bien, s'ils nous permettent de réfléchir, de nous remettre en question et d'avancer. Maintenant, à partir du moment où je laisse la douleur prendre le contrôle sur ma vie et je deviens totalement négatif, et ce qui m'empêche totalement d'avoir une réflexion saine pour pouvoir avancer dans ma vie et me sortir de ce qui me dérange ou de mon embarras, alors là, après, oui, c'est tout simplement, je rentre dans une véritable tristesse et je passe à côté de ma vie. Dans le Zohar, il est rapporté que Dieu a donné deux armes au mauvais penchant. D'accord ? Quelles sont ces deux armes ? Tout simplement la mélancolie et la colère. Quelqu'un de mélancolique, de malheureux, d'accord, qui va toujours regretter, entre guillemets, qui va toujours avoir peur de vivre sa vie et toujours regretter d'avoir fait certains choix ou de ne pas avoir fait d'autres choix, d'accord, donc il vit toujours un peu dans le passé, cette personne-là finira par être en colère contre elle-même et contre les autres, et va finir par s'intérioriser totalement et arrêter de chercher à communiquer et être ouvert au monde devant elle, que Dieu a créé tout simplement pour nous permettre d'évoluer et d'accéder au véritable bonheur qui est en réalité arriver à s'améliorer dans ce monde. Voilà. Donc il faut positiver. Positiviser. Voilà. Positiviser. Ouais. Voilà. Comme avec Carrefour. Avec Carrefour, je positive. Voilà. Alors tout de suite, on va passer encore et tout de suite, on va passer au jingle de Un jour, une citation. Tout de suite, le jingle. Un jour, une citation. Vas-y, voilà la citation. Un jour, une citation. Alors, la citation du jour. Éloigne-toi d'un mauvais voisin. Ce qui se dit en hébreu. Chacun khenra. Voilà. Et ne te colle pas à quelqu'un qui n'est pas recommandable. Minaracha. Franck. Toujours moi en premier. Parce que tu as des voisins chelous. Non, pas ici, à Chazvé Shalom, à la maison. Non, il est bon, Steph. Ouais, il est très bon. Il est très très bon. Alors quoi? Éloigne-toi quoi? Alors, t'es pas là, toi. Éloigne-toi du mauvais voisin. Okay. Et ne te colle pas à quelqu'un qui n'est pas recommandable. Éloigne-toi des rachats. Pourquoi? Ben, écoute, s'éloigner du mauvais voisin, tout simplement, comme on a parlé la semaine dernière, sur l'œil, avec les tentes, celui qui ouvrait sa maison ou que des gens pouvaient nous juger, et ben je pense que... Enfin, j'ai rien à foutre. En fait, il nage très bien. Ouais, il nage très bien. Là, il nage, c'est un dos crôlé, là. Non, j'ai rien à dire. Ok, et surveille ton langage. Corinne. Éloigne-toi du mauvais voisin. Oui, c'est important parce que c'est des gens avec lesquels tu vis entre guillemets au quotidien. Donc je pense que c'est important d'avoir un bon voisinage et des gens sympas, des gens agréables et des gens qui peuvent t'apporter quelque chose. Ouais, c'est-à-dire que le voisin, il peut peut-être t'entraîner à toi aussi devenir mauvais. C'est un danger. Mais après, la question suivante. Non, c'est la même chose. Et ne te colle pas à quelqu'un qui n'est pas recommandable. Éloigne-toi des Rechaïm. T'es mauvais. Ça, c'est des mauvais. Éviter, bien évidemment, de fréquenter des gens qui ne sont pas fréquentables. Souvent, quand on fréquente des gens qui sont pas très clean, on peut s'associer à eux. Les gens qui passent peuvent s'associer à toi, dire bon bah si elle la fréquente, c'est qu'elle est comme elle. D'accord. Stéphane. Alors cette phrase-là, je l'ai déjà entendue comme enseignement, je crois, dans la Gemara ou quelque part. C'est quelque chose où la Gemara en parle, où on ne peut pas. Il faut choisir ses voisins. Ouais, moi, je pense que ce qui craint le plus, c'est l'influence des mauvais voisins pour plein de choses. Ça peut être sur les enfants, ça peut être trop copains, trop de voisinage, ça peut être la femme, ça peut être des rapports de promiscuité qui peuvent être néfastes à la fin. Donc moi, je comprends tout à fait ça. Et éviter les mauvais garçons, c'est une évidence. Voilà, c'est une évidence. Rav Kling. Oui, en effet, ça semble en effet être une évidence. Je pense que si on veut essayer de voir le chidouche, enfin la chose un petit peu spéciale, c'est sans doute une prise de position qui vient mettre l'accent sur la gravité de l'environnement. Certains pourraient dire que non, que finalement l'essentiel c'est ce qui se passe à la maison, que l'environnement n'est pas si important que ça, et que si nous on a de bonnes valeurs, on peut les transmettre facilement, etc. Et là on vient nous dire, ne sois pas tellement sûr de toi, et sache qu'il y a aussi une part de l'influence. Je sais qu'il y a aujourd'hui des grandes enquêtes qui sont faites pour savoir quelle est la part d'influence de l'école par exemple, ou quelle est la part d'influence de la société, ou de la télévision, ou des réseaux sociaux, par rapport à l'influence de la famille. Tout ça, c'est à discuter. Mais ce que vient de dire ici la phrase du Pirkei Avot, c'est de dire, attention, ne sois pas mésalzel, ne pense pas que c'est quelque chose d'anodin. Ce qui se passe autour de toi, les voisins et les gens que tu fréquentes ont certainement une influence, et sur toi, et sur les tiens. D'accord.
mais l'esprit Chabad un peu d'aller toujours vers d'ouvrir sa porte aux Rechaïm justement pour essayer de les ramener. C'est pas donné à tout le monde, c'est ça. On parle pas de la même chose. Je pense qu'on parle pas de la même chose. Il y a choisir l'endroit où tu vas habiter et donc faire attention de ne pas se trouver dans un voisinage qui n'est pas évidemment. Ça reste une surprise. Aller habiter dans les mauvais quartiers, etc. Et d'une part, ça c'est quelque chose qui n'est pas recommandé. Et d'autre part, une fois que toi tu veux ne pas mettre une croix sur les gens qui a priori n'ont pas exactement le look que tu aurais espéré, ça c'est un autre problème. Et en effet, les Chabad ont évidemment raison d'aller essayer de s'approcher d'eux, de montrer qu'on s'intéresse à eux et d'essayer de les ramener. Mais ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. C'est pas pour autant exposer sa famille, quoi. Voilà. Ravishai. Alors juste si je peux corriger un petit peu, d'accord, les Chabad en réalité, ils considèrent par rapport à l'enseignement de la Gemara justement que la majeure partie des gens aujourd'hui qui ne sont pas pratiquants ne peuvent pas être considérés comme étant des mécréants, des Rechaïm, d'accord, tout simplement parce que c'est des Tinokot chez Nishbeu. Sont comme des bébés à qui on a fait jurer. C'est en réalité, on voit sur le Har Sinaï qu'au moment du Har Sinaï, c'est toutes les âmes qui étaient présentes pour recevoir la Torah, pas uniquement les gens qui étaient présents physiquement, mais toutes les âmes étaient là à ce moment-là pour recevoir la Torah. Et en réalité, on dit, voilà, c'est Naase Venishma, c'est nous on a juré, mais on n'a pas très bien compris. Quand on a dit on va faire, après on va comprendre, on n'a pas très bien compris dans quoi on s'engage. Et on compare cela à un enfant, un bébé à qui on va faire jurer, par exemple, de repeindre une maison. Un enfant de 3 ans, je lui dis, tu vas repeindre la maison? Il va me dire, oui, je repeins. Mais est-ce qu'il comprend dans quoi il se rentre? Donc ça, c'est premièrement. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, là, Pirkei Avot, il nous dit quoi? Shachenra, il y a une définition qui est très simple. D'accord? Du Shachenra, le mauvais voisin, c'est quelqu'un qui non seulement ne pratique pas, mais qui veut faire en sorte que son voisin ne pratique pas. Ça, c'est premièrement. D'accord? C'est-à-dire, il cherche à refroidir les gens dans leur avodat Hashem. Et tous les en général, quand on parle aussi de s'éloigner des gens mauvais, des mécréants, c'est tous ces gens-là qui vont chercher à nous éloigner de la Torah, des mitzvot et des principes du judaïsme même. C'est de ça dont parle Pirkei Avot. C'est pas le cas de toutes les personnes qui pratiquent pas aujourd'hui. Bravo. D'accord. Bravo. Ça c'est premièrement. Attendez. Et juste je termine. Et dans Pirkei Avot, si je peux permettre l'enseignement, il dit, d'accord, altitiesh mi apuranut, d'accord, et n'oublie altitiesh mi apuranut. Ne te désespère pas. Ne te désespère pas. Merci Rafkin. Voilà. Baruch Hashem. Donc ne te désespère pas, d'accord, du fait que les gens vont devoir régler leur compte en temps et en heure, qu'ils vont devoir entre guillemets répondre de leurs actes. Tout simplement pourquoi on te dit attends, toi tu vas devoir t'éloigner des gens qui font tout pour éloigner les autres, qui font tout pour t'éloigner toi-même, qui font tout faire pour t'influencer dans le mal, entre guillemets, pour t'éloigner de ton véritable but. Ton but premier, c'est de vivre ton judaïsme pleinement. D'accord? Et on te dit d'un côté, mais on voit des gens dans ce monde qui ne pratiquent pas, qui ne font rien, d'accord? Qui dévient les gens de leur vie, entre guillemets, et pourtant ils réussissent. Ils réussissent dans les affaires, ils ont tout ce dont ils ont besoin, etc., etc., etc. Et les gens se disent, pourquoi je ne ferai pas comme lui? On te dit justement, si tu vois le rachat qui est en train de réussir, d'accord, ne crois pas qu'en faisant la même chose que lui, tu vas réussir. Parce que quoi qu'il arrive, à ce moment-là, Dieu peut-être ne lui envoie pas d'épreuves, comme c'est rapporté dans Masechet Brachot, pour qu'il n'ait pas un éveil à la Teshuvah, qu'il ne ressente pas le besoin de se repentir. Mais ne crois pas qu'il ne va pas devoir régler ses comptes en temps et en heure. Toi, si tu te tiens éloigné de ces gens-là, sache que, Bezrat Hashem en temps et en heure après 120 ans, ce qui t'attend, c'est une vie plus sereine et une vie éternelle auprès d'Akadosh Baruch Hu. Moi, j'ai une question justement sur ce que vous avez dit. C'est que, en fait, moi, ce que j'ai aimé dans ce que vous avez dit, c'est que éloigne-toi de celui qui veut t'éloigner. Ouais. D'accord? Alors, souvent, on me dit et on voit qu'habiter dans certains quartiers, on ne tolère pas parce qu'on n'est pas assez religieux. Et on ne veut pas nous fréquenter, on ne veut pas nous aborder parce que, sous prétexte que nos enfants sont un peu plus modernes que d'autres enfants qui ne sont pas assez modernes. Mais pourtant, nous, on ne veut pas nuire à la Torah, mais on est à notre niveau. Ouais. Qu'est-ce que vous dites, Rav, là-dessus? Je dois répondre à ça, là? Ouais, merci pour cette question. Elle est longue. Non, c'est pas long, mais... C'est un sujet assez difficile, non, c'est vrai. En quelques mots, d'accord? Aujourd'hui, il y a différents dangers qui rentrent dans les foyers. À une époque, on n'avait pas ces dangers-là, d'accord? Lorsque tu prends des enfants qui habitent dans les Yishuvim, il y a un véritable... Je donne l'exemple des Yishuvim, ou à Bnei Brak, d'accord? Où tu as des familles, Ben Porat Youssef,
qui vivent dans le Derech HaTorah, et je les mets au même niveau, parce que dans les Yeshuvim, on a des familles avec la Kippa Sruga, où les pères, c'est des véritables Talmidei Chachamim. La famille, elle grandit dans une doucha exceptionnelle. Il n'y a pas la télévision à la maison, il y a la Torah, il y a les mitzvot, il y a cette priorité-là. Et puis d'un seul coup, le voisin d'à côté, à la maison, les mêmes enfants. Ils ont le iPhone, d'accord ? Ils ont tous les dangers de la nouvelle technologie, entre guillemets, d'accord ? Entre guillemets, d'accord ? Et les parents ne font pas attention à leurs enfants lorsqu'ils utilisent tous ces appareils, toute cette technologie. D'accord ? Tout simplement. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a un système qui fait qu'il y a un système de méfiance systématique qui s'est installé pour préserver ces enfants sur le chemin de la Torah et des mitzvot dans certains quartiers, à tort ou à raison. La chose, c'est la suivante. C'est que d'un côté, moi, j'arrive à comprendre ce système-là, parce que quand je vois mes enfants qui ont grandi dans les Talmudei Torah et qui évoluent dans les yeshivot, et qui ont grandi dans une maison sans téléphone, sans les smartphones, et sans Internet, et sans la télé, d'accord ? Mais qui ont grandi avec une culture générale, où on leur enseignait différentes choses, les langues, la biologie, des choses qui sont importantes, qui les aident à mieux comprendre les enseignements de la Torah et de la Gemara, etc. Baruch Hashem, je les vois, eux, évoluer, je vois d'autres enfants au même âge, ils n'ont pas le même ordre de priorité dans leur vie. D'accord ? Quand il y en a un qui va avoir pour ordre de priorité un enfant, entre guillemets, qui va se dire, bon, cet été, est-ce que je vais à la plage à Mykonos ou ailleurs ? Et l'autre, il va se dire, cet été, où est-ce que je vais pouvoir aller en vacances, dans le nord ou ailleurs, pour aller sur les kivrés de Sadikim ? C'est pas la même approche. Oui, mais je suis d'accord avec vous, grave. Moi, je vous donne un exemple que, par exemple, là, vous avez pris deux extraits. Les a priori ne sont pas bons. Les a priori, aller dans le Tzafon. Mais moi, je voulais vous dire, Rav, oui. C'est, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui travaille, qui n'est pas spécialement orthodoxe, d'accord ? Mais que mes enfants ils suivent un chemin orthodoxe, j'ai du mal à les rentrer dans certaines écoles parce que sous prétexte qu'on a une télé à la maison ou sous prétexte qu'on ne s'habille pas d'une certaine façon. Donc c'est de ça qui... alors éloigne-toi d'un mauvais voisin, parce qu'on est vraiment des mauvais voisins. Bien sûr que non, vous n'êtes pas des mauvais voisins. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui ne respecte pas et qui n'a pas exactement le même profil religieux que le voisin d'à côté. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Quand on dit mauvais voisin, c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est ce qu'on appelle les mauvais quartiers, les zones... Mauvaise fréquentation. La zone. On ne parle pas de vous. On parle pas de vous. On raconte dans la Gemara l'histoire de ce Rabbi Zera qui, lui, allait exprès dans les mauvais quartiers pour aller... On appelle ça aujourd'hui les gens. Rabbin des discothèques. Ouais. Oui. Il allait là-bas pour essayer de les... Comme le Rav Grossman. Exactement, comme le Rav Grossman. Et ça ne marchait pas du tout. C'est-à-dire les gens... Rav Grossman rentrait en boîte de nuit le vendredi soir. C'est le rabbin des... Oui, il a fait faire des chouvas à tout le Midalaïm. C'est vrai. Et donc le Rabbi Zera en question, c'est ce qu'il faisait. Et ça ne marchait pas. C'est-à-dire, il l'aimait beaucoup. Les voyous du quartier l'aimaient énormément. Mais ils s'en servaient un petit peu comme alibi. Ils continuaient à faire leur vie de débauche. Et puis, à ce point où les rabbins... On dit sur Rabbi Zera, mais dis-moi, ça suffit, quoi. C'est pas bon ni pour ta réputation, ni pour celle des rabbins. C'est quelque chose qui va pas. D'ailleurs, et il est mort, slicha, je termine. Oui. Et Rabbi Zera est mort. Et au moment où il est mort, ils se sont réunis, les voyous, et puis ils ont dit, jusqu'à présent, quand il y avait un problème, il y avait quelqu'un qui priait pour nous, parce qu'il nous aimait bien. Et puis maintenant qu'il est mort, qui c'est qui va prier pour nous ? Et ça les a tellement perturbés qu'ils ont tous fait tchouva. Waouh. Bravo. Alors, on va tout de suite passer à une page de publicité parce qu'on a besoin de vivre. Alors, tout de suite, une page de pub. Anatel, bonsoir. Tu peux me raconter la fin de l'histoire ? Dans un palais de glace, mais elle ne parvient pas. Anatel, éternellement à votre écoute. Et ça, ce ne sont pas des histoires. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Imaginez un monde où tout le monde pourrait apprendre une langue, rapidement et quel que soit son âge. Imaginez un monde où vous pourriez accepter une proposition d'emploi qui exige une langue supplémentaire. Imaginez un monde où vous pourriez partager votre vie avec un conjoint dont vous ne parliez pas la langue. Ce monde-là, comme nous le voyons et comme vous le rêvez, existe aujourd'hui grâce à une invention totalement révolutionnaire. Nous l'avons appelée Alpha Max. Alpha Max est l'outil indispensable de votre réussite.
Il est le dernier né du high-tech, des lunettes vidéo en 2D équipées de programmes d'ondes, de musique variée, d'images vidéo et de subliminal audio. Ce stimulateur cérébral, une fois programmé, peut vous faire tout apprendre en un temps record et sans effort. Grâce à AlphaMax, vous aurez accès à la méthode révolutionnaire Masterlang basée sur la suggestopédie pour apprendre les langues 4 à 5 fois plus vite que par une méthode traditionnelle et pratiquement sans le moindre effort, dans la détente et pendant seulement 20 minutes par jour. Avec AlphaMax, vous pourrez également bénéficier des programmes de développement personnel Master Coach pour lutter contre toutes les maladies de notre civilisation, tels que le stress, le manque de sommeil, l'obésité, la cigarette et bien d'autres. L'ensemble de ces techniques va vous permettre d'atteindre le maximum de votre potentiel cérébral et vous propulser à des niveaux auxquels vous n'avez jamais osé penser. Alors soyez les bienvenus dans le nouveau monde. La révolution AlphaMax a commencé. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission, après cette page de pub. On remercie nos annonceurs et on vous encourage à faire de la pub sur Israël Torah. Alors maintenant, on va parler de la Parashat Hashavua. Alors, quelqu'un peut me dire, en dehors des rabbinim bien sûr, quel paracha c'est cette semaine? Pinchas. Ah, bravo Stéphane. Ah, t'es au taquet. Non, mais voilà. Le faillot. Alors, un petit mot sur Pinchas, Stéphane, puisque tu l'as cité. Moi j'aime beaucoup Pinchas. J'aime beaucoup tout. D'abord, Non, j'aime bien cette paracha. Moi, j'aime le paracha. Tu le connais bien? Non, je le connais pas. Mais j'aime bien les histoires et tout ce qu'on peut sortir comme enseignement des parachutes. Donc en fait, Pinchas, il intervient à un moment où le peuple juif il est en pleine débauche. Il se passe beaucoup de choses. On est face à Shittim où il y a une vie de débauche incroyable, le campement juif est de l'autre côté, et le soir il y a un bruit, il y a des foires, donc les Hébreux sont intéressés par tous ces bruits-là, ils vont voir ce qui se passe un petit peu en face. Et petit à petit, les gens qui sont là-bas les attirent par un système qui est la corruption, les femmes, le désir, la facilité, et le peuple juif s'intègre un petit peu à tout ça et commence à fauter. Ils avaient des techniques particulières. C'est la tribu de Shimon qui faute. J'étais pas encore. Donc, et il y a eu une rébellion de la tribu de Shimon par leur Nassi, leur chef Zimri, qui lui se dit non mais quand même, pourquoi on kifferait pas, pourquoi on n'irait pas? Et quand Moshe leur dit écoutez c'est pas bien, il se permet de lui faire une remarque comme ça en public. Il dit moi Moshe t'es très gentil mais me donne pas de leçon. Ta femme regarde comment elle est, regarde qui c'est pas vraiment toi de donner une leçon. Et là il y a Pinchas qui dit un truc extraordinaire qui moi me donne des frissons quand je le lis à chaque fois. Ça me je sais pas pourquoi ça. Et
il dit, tonton, parce que c'était le petit-fils d'Aaron, donc c'était un petit-neveu de Moshe, il dit, dis-moi, tu ne nous as pas enseigné une halakha ou qu'on vient de défier comme ça, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il était avec une femme, Zimri, quand il est venu, il voulait partir avec une femme dans sa tente, et on a voulu l'empêcher. Et quand Pinchas se dit, moi, il n'y a pas un truc, il n'y avait pas une halakha, il y a quelque chose. Et Moshe lui dit une phrase fabuleuse. Il lui dit que celui qui connaisse la halakha agisse. Parce qu'apparemment, c'est une halakha qu'on ne peut pas enseigner. Et il a agi, il a compris qu'il devait rentrer dans l'histoire, et il a saisi sa lance. C'est pas exactement ça. Je peux faire une erreur. Je vais pas le buzzer parce que tu peux. Très bon son devoir Torah. Non, tu peux. Je vois. C'est pas exactement ça. Faut me buzzer. Moshe, s'étant mis en colère, avait oublié la halakha, d'accord. Et Pinchas lui a rappelé la halakha. Et quand Pinchas lui a... Parce que la colère, on dit qu'un homme en colère, de par sa colère... Il oublie. Non, il va sortir de sa propre personnalité. Il va sortir de ses gongs, et c'est pas bon du tout. C'était le cas de Moshe. Il a oublié la halakha, d'accord. Donc, il a oublié la halakha en question. Pinchas lui a appelé la halakha. Il lui a dit, alors, celui qui se souvient de la halakha, qu'il la pratique. Vas-y, continue. Donc lui, Pinchas a saisi la lance au bon. Il est rentré et il a ce qu'on appelle embroché le prince de la tribu de Shimon et sa jeune copine. Et à partir de là, quand... Sa jeune copine, c'est quand même Cosbi, la fille de Balak. Cosbi le roi de Moab. Cosbi Show, c'était... D'accord. Et princesse de Midian. C'est pas n'importe qui. Cosbi Show d'elle. Je ne savais pas. Balak était un notable à Midian, qui est devenu roi de Moab. Et c'est sa fille Cosbi qui était à la tête des prêtresses de Midian. Donc, il était avec la princesse de Moab, en fait. De Midian, pas de Midian. Moab, de Midian. Vas-y, continue. D'accord. Et donc ensuite, Hachem va récompenser Pinchas pour son acte. Et d'après ce que j'ai compris, toute la descendance de Pinchas pourra accéder au rôle de Kohen Gadol. Y compris de Cohen, y compris Pinchas. Et compris Pinchas. Et ensuite, cette paracha, on apprend énormément de choses. C'est le début du Korban Tamid. On commence à parler des fêtes, on commence à parler des Korbanot, on commence à parler de Moussaf Shabbat. Parfait. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Il est bon. Très bien. Allez, bravo. Mais j'ai peur qu'il buzz en fait. Il me regarde et j'ai peur qu'il buzz. Au contraire. J'ai peur qu'il buzz. Au contraire. Corinne, tu veux parler des Kohanim? Non, en général. Vous connaissez le respect que vous nous devez. Oui, on te respecte. Merci beaucoup, Corinne. C'est une Cohen et depuis son père, il a un magasin de chipoudé. Vas-y, continue. Chipoudé, Cohen. On n'a pas compris. Merci Franck, c'était la blague de Franck. Merci. Rav Kling, un petit chidouche sur Pinchas. Comme ça. Il faut faire très attention avec Pinchas. J'admire l'enthousiasme. Non, mais il faut faire attention. Parce que c'est pas pour rien qu'on n'enseigne pas ce genre d'halachot. On a très peur que les gens fassent justice eux-mêmes. Et finalement, si quelqu'un sent qu'il doit absolument faire quelque chose pour le bien d'Akadosh Baruch Hu et qu'il le fait, il peut s'apercevoir après coup que ce qu'il pensait être pour le bien de Dieu, c'était en fait un petit peu aussi pour son ego personnel. Et à ce moment-là, c'est des conséquences dramatiques. Et ce qui est vrai pour Pinchas n'est pas vrai obligatoirement pour tout le monde. Donc c'est un cas d'école, Pinchas, mais c'est un cas qu'il faut étudier avec beaucoup de circonspection. Et il faut surtout éviter d'en faire un... Mais on rapporte justement que la force de Pinchas, c'est de ne pas appliquer lui-même. Il est parti prendre conseil auprès de Moshe. Oui, donc il faut faire attention. C'est-à-dire, le grand de la génération, il est parti le voir, il lui a posé la question. C'est pas simple. Non, je le dis parce que Pinchas est devenu une sorte d'emblème, de fer de lance, emblématique, qui finit par excuser plein de choses qu'il ne devrait pas excuser. Exactement. Bravo, on peut s'arrêter là-dessus. On passe à moi j'avais un petit mot à dire sur la réflexion suivante. Non, c'est pas la peine, Franck. Ah si. J'étais sérieux. Non, Mechila. Franck. Tu connais bien Pinchas? Ouais, je connais très bien. Alors vas-y, parle-nous. Alors il a été sur Google, Wikipédia. Non, j'avais marqué un truc l'année dernière, j'avais étudié sur Pinchas, parce qu'en fait son axe c'était, j'avais marqué, c'est agir sans intérêt et savoir s'imposer. C'est-à-dire que, pourquoi j'avais marqué ça? Parce qu'en fait, ce que j'avais aimé dans Pinchas, et ce qu'aujourd'hui, pourquoi on dit qu'on ne peut pas devenir tous des Pinchas, parce qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est sans intérêt du tout. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent, par exemple, je vais faire une dracha aujourd'hui, je sais que mes copains vont dire, tu nous as éclatés. Chaque personne, que ce soit dans n'importe quelle situation, que ce soit dans le travail ou dans le limoud, on attend toujours un petit truc en retour. Voilà, on attend toujours un petit truc en retour. Il y a toujours un intérêt quelque part. Mais lui, il était FS. Il n'avait pas un seul intérêt. Et je ne crois pas qu'on peut avoir des gens aujourd'hui de cette dimension. Il y en a.
Non, il y Ne en a pas avoir un Corinne. intérêt Il n'y personnel. en a pas, Corinne. De gens qui font des Alors, choses tu as leur sans téléphone, intérêt tu as leur téléphone, De gens tu as leur sans téléphone, intérêt tu as leur numéro, personnel, qui par mais exemple j'en connais. Par exemple, Toi, Michel. Fabrice. Je sais pas, merci. attends, dans l'acte, hein, quand je vois des histoires, des fois, un soldat à l'armée, où on voit des gens qui ont donné leur vie, qui sautent sur des grenades pour sauver les autres soldats, Comme pour moi, Roy c'est Clan. Pinchas. Oui, bien sûr. Non, Oui, ils ont une mida de Pinchas. C'est-à-dire qu'ils ont quand même, à un moment donné, Oui. pris sur eux le sacrifice Absolument. de faire une action. Ils savent pas ce qui va se passer, mais ils savent que s'ils le font pas, il va y avoir des morts. Absolument. Ok, C'est mais tout, comme ils ont a, une dit, seconde. comme a dit le Rav Kling, on ne peut pas aujourd'hui. Pinchas Non, a tué quelqu'un d'autre. Voilà. Oui, L'exemple c'est l'exemple différent. que vous Voilà. Je parle dans l'intention, je parle De dans sauver. le... Non, tu parles de sauver. Je sais pas, il y a un côté Non, il y a- pinchasien. Il faut qu'il y ait des Pinchas. Il faut qu'il y ait des Pinchas pour nous rappeler. Non, c'est pas ça. Oui, oui, Bon, Pinchasien. Juste, On va, juste, non, juste, on va finir là-dessus. juste Rav, un on petit va point. passer là. Oui, oui, bien Un sûr. petit point de finir. C'est très important le petit point. Juste le petit point, Bezrat Hashem, c'est qu'on voit que Pinchas a pris conseil auprès de Moshe quand il lui a posé la question. Moshe s'est souvenu de la halacha grâce à l'intervention de Pinchas, et Moshe a autorisé Pinchas à intervenir. D'accord? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on voit que au moment où il a fait ce qu'il a fait, d'accord? Il y a la tribu de Shimon qui a voulu s'opposer à Pinchas pour l'attraper, et il y a 24 000 personnes qui avaient fauté parmi la tribu de Shimon, Et Rav qui Rav. sont non. Ah non. Il faut faire attention à Dans ce la que vous tribu dites. de Shimon, il te dit. Dans la tribu de Shimon, il y avait 24 000 personnes en réalité qui sont mortes parce qu'il y a une épidémie qui s'est abattue sur le campement et que Moshe, tout de suite, il a demandé à Aaron de faire le Pitoum Aktoret pour sauver ceux qui étaient en train de fauter. Donc, ce qui veut dire qu'on apprend de cette paracha un paradoxe extraordinaire. Comme l'a dit le Rav Kling, il faut faire très attention. C'est que d'un côté, oui, appliquer la halacha pour celui qui est l'instigateur de la faute et qui a cherché à faire fauter tout le monde, en l'occurrence c'était Zimri. Il a été jugé de façon très sévère parce que c'est un très grand sage en Torah. Et plus notre niveau de sagesse est grand, et plus on est jugé de façon rigoureuse. D'accord? Et deuxièmement, on voit que de l'autre côté, il y a eu une volonté de sauver tous les autres qui avaient fauté. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les 24 000 personnes en question, d'accord, on rapporte que leur Gilgoul est revenu dans ce monde sous la forme des habitants de la ville de Shrem, les mêmes 24 000 hommes qui sont venus et qui ont été exterminés par Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, d'accord? En réalité, non, c'était le Gilgoul, en réalité, c'est 24 000 personnes, des 24 000 hommes de la ville de Shrem qui ont été massacrés par Shimon et Lévi, qui ont été tués par Shimon et Lévi, et ces mêmes 24 000 personnes-là sont revenues par la suite sur forme de Gilgoul, sous la forme des élèves de Rabbi Akiva. Et que c'est une réparation extraordinaire, ces 24 000 personnes-là, en réalité, pour arriver à les élever. Et on voit que malgré tout, à différentes notions de l'histoire, d'accord, il y a eu malheureusement des halachot qui ont été appliquées qui sont assez dures. Et ça, c'est pour nous rappeler tout simplement que même si parfois on doit être rigoureux, on doit toujours faire preuve de miséricorde et chercher à sauver un maximum de personnes. Super. Bravo. Très bien. Merci beaucoup, Rabbi Shai. Merci tout le monde. On passe tout de suite à la bon. nouvelle Moi, rubrique. c'est bien. Stéphane, Non, tu es avec nous excuse-moi. ou pas? Non, Il est mais perturbé. j'étais encore dans le... On est avec lui, on peut pas lâcher, mais l'émission fait 1 heure, D'accord. et donc on peut pas déborder, on passe à la nouvelle rubrique, la rubrique la gestion de crise. Tout de suite, jingle, gestion de crise. Gestion de crise. Situation. Il Alors, doit je vous partir. la lis. 3 minutes. Là, 3 minutes, c'est bon. D'accord. C'est une Alors. crise. Alors là, on a une crise. Alors, la situation, Corinne, la situation, je te la décris. On me propose un chidour pour mon fils. Il est beau, mon fils. OK? C'est la fille d'un gars qui m'a planté financièrement. Il m'a planté. Il me devait de l'oseille, il m'a planté. Je punis l'enfant à cause du père ou non? Le père, tu sais que c'est un mec, il est pas droit. Stéphane? Alors, si mon fils, donc ce mari, me ramène une jeune fille dont le père m'a fait des problèmes... Voilà, il t'a planté. Pas Vraiment, simple, tu peux le dire. pas simple. Mais je pense que je n'ai pas, moi, en fonction de mes soucis, à interférer. Si mon fils l'aime, la fille n'a pas à payer pour les erreurs du père, pour commencer. Ça serait vraiment de ma part quelque chose de pas sympa. Si la fille, elle est peut-être différente, peut-être que le père, ça s'est fait à un moment donné. Non, moi, je ne suis pas amoureux du passé et des erreurs des autres. Je veux dire que si mon fils Voilà, me la c'est présente, il me dit, voilà, papa, c'est elle, je peux te garantir, je sais que son papa, il a fait ça. D'ailleurs, il veut offrir le mariage pour réparer. On peut trouver... Je sais pas, on Ok. peut... Voilà, donc... Excuse-moi, parce qu'il rêve là. Non, il fait peut-être- Allô, les bisounours, bonjour. Un message. Il est excellent. Cavsrou. Franck. Alors,
Oui. Franck, bah voilà, tu as été confronté à un Chidour il n'y a pas longtemps. Imagine, Chazve Shalom, le mec qui t'a planté. Il y en a beaucoup qui t'ont planté. Il y en a beaucoup qui t'ont planté. Non, c'est marrant parce que c'est une situation qui s'est passée il n'y a pas longtemps dans le nord d'Israël. Bon, bref, c'est une situation qui existe, quoi. Mais moi, ce que je dirais là-dessus, c'est qu'en fait, il y a 2 cas de figure pour moi. Le premier, c'est où il faut être cap zéro sur ce monsieur qui t'a planté, savoir pourquoi il a fait ça. Et la deuxième situation, que si c'est quelqu'un qui est habitué à faire ça, alors oui, je remettrai en cause ce Chidour, parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un srout à vote. Et si ma fille, elle doit se marier avec quelqu'un que... Parce que, tu sais, dans un mariage, on finit toujours par ressembler aux parents. Toujours, on dit, regarde, toujours, maman, elle n'est pas comme sa mère, elle n'est pas comme son père. Mais au bout du compte, les années passent, et par expérience, on peut dire qu'on finit par ressembler à un des deux. Alors, si c'est quelque chose qui est ancré chez eux, eh ben, je pense qu'il y a un danger. Ce gendre ou cette belle-fille risquerait d'avoir des mauvaises pensées comme le père, il a eu. Merci beaucoup. Corinne. Complètement. Moi, je jugerais aussi pour le Kafsrout parce que, bon, s'il a fait ça occasionnellement et on ne sait pas pourquoi il l'a fait, bien que ce soit une chose pas bien, si mon fils est amoureux de cette fille, bah, à ce moment-là, j'essaierai de voir un petit peu ce que vaut la jeune fille, parler avec elle, en discuter, et voilà. Mais si effectivement c'est quelqu'un c'est une famille, entre guillemets, à problème où le père fait ça sans arrêt, alors à ce moment-là, oui, je pense que j'éviterais, parce que, enfin, je conseillerais à mon fils de pas se marier, parce que malgré tout, on finit par ressembler à sa famille. Rav Kling. Comme dans chaque chose, il faut également modérer le sujet, c'est-à-dire ça dépend de tellement de critères. La question, en fait, la question de principe, c'est de savoir quand on épouse quelqu'un, est-ce qu'on épouse aussi ses parents. C'est-à-dire, oui. En fait, est-ce qu'on se marie avec la famille, oui ou non. Moi, je pense que oui. Maintenant, ça dépend. La Merci, réponse, Corinne. à mon avis, la réponse n'est pas catégorique. Ça dépend de tellement de choses. Ça dépend d'abord où est-ce que les beaux-parents habitent. C'est pas la même chose s'ils sont à côté ou s'ils sont à 4000 km de distance. Ça dépend quel genre de faute il a fait. Ça dépend il y a combien de temps il a fait la faute vis-à-vis de nous. Ça dépend est-ce que vraiment c'était une faute ou bien est-ce que nous on avait une part de responsabilité également dedans. Ça dépend quels sont les liens qu'il y a entre le père et la fille. Ça dépend qu'est-ce que la fille pense du cas lui-même. Ça dépend de tellement de choses. Je ne pense pas qu'on peut donner une réponse qui soit une réponse catégorique. Il est clair que les deux extrêmes sont à éviter, à mon avis. On ne peut pas faire complètement abstraction dans quel milieu la jeune fille a grandi, c'est clair. Mais on ne peut pas non plus faire en sorte que ce milieu-là soit une sorte d'ombre qui pèse sur la jeune fille. Et il faut, dans la mesure du possible, essayer de la voir pour ce qu'elle est, non pas obligatoirement pour... C'est pour ça qu'il faut se renseigner sur la famille. D'où l'intérêt d'un chidour. Il faut se renseigner sur la famille, mais pas trop. Mais pas trop. Mais pas trop. On n'a pas besoin de tout savoir. Donne la chance au produit, ça veut dire. On n'a pas besoin de tout savoir. Non, c'est ça. Donne la chance au produit. Je pense que de nos jours, surtout, il y a tellement de différences finalement entre les générations que ce qui s'est passé au niveau des parents, c'est pas obligatoirement ce qui va se passer au niveau de la jeune fille. Et ça a un lien, mais pas un lien si important que ce qu'on croit. Et donc, il faut laisser une chance. Il y a tellement d'autres critères aujourd'hui pour pouvoir trouver quelqu'un qui corresponde. Je ne pense pas qu'on est obligé de rajouter celui-là également. Avishai. Je sais pas. Je trouve que... Je peux passer hein? Ravishai. Ravishai. Non, il peut passer. S'il veut passer, il veut passer. Non, il passe pas. Si, pourquoi Bon, ok, allez. Allez, il plonge. Ravishai. Bon, on voit ici qu'il y a différents points, parce que cette gestion de crise fait référence à différentes halachot. Premièrement, lorsqu'on parle de deux familles qui se détestent, d'accord, il y a un problème de haine entre les familles. Cette haine-là, au moment du mariage, elle halacha, elle peut poser énormément de problèmes au couple. Cette haine qui existe entre les beaux-pères ou entre les belles-mères, etc. C'est très important qu'au moment de la choupa, que toutes les personnes qui vont se retrouver sous la choupa ce jour-là aient une bonne entente, surtout entre les parents du marié et de la mariée. C'est extrêmement important. S'il n'y a pas cette bonne entente-là, la halacha recommande d'éviter le mariage. La halacha, maintenant, la gestion de crise ne peut pas se faire par les familles elles-mêmes, parce que le rôle des parents, c'est de voir et de faire passer en priorité le bonheur de leurs enfants. Donc c'est éventuellement de se tourner vers des personnes compétentes, vers des autorités rabbiniques, qui sachent et qui ont été formées pour gérer ce genre de problème, en réalité, pour voir si on peut arranger les choses entre les familles et faire le shalom, afin de permettre à ces deux jeunes amoureux de pouvoir s'unir. D'accord ? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on voit qu'il est vrai que les familles peuvent avoir une influence.
sur leurs enfants, c'est vrai, d'accord. Mais aujourd'hui, il y a toujours des cas exceptionnels. Donc de mettre en péril le mazal ou le zivouk d'un de ses enfants pour des histoires personnelles ou des différends personnels, on doit faire très attention. On ne doit pas être catégorique et chercher à trouver dans un premier temps des solutions. Donc il faut bien choisir le rabbin, c'est qui on va poser la question. Parce que moi, j'ai connu des rabbins. On est d'accord. Non, mais même, dirais-je, je vous poserai la question, Rav. Il faut des personnes qui étaient formées pour gérer ce genre de crise. Non, mais c'est pas le cas de tous. Rav, moi, je vous poserai la question. Mais même si nous, personnellement, on n'a pas eu de conflit avec la belle famille, mais on sait que la belle famille ont tendance à faire certaines choses douteuses. Après c'est un autre problème. Là, la gestion de crise qui nous est soumise, c'est qu'il y a un problème entre les beaux-parents. Il y a eu un problème. Après, c'est autre chose. Après, est-ce que la famille, est-ce qu'on estime que c'est une bonne famille ou pas une bonne famille? Est-ce que c'est notre milieu ou pas notre milieu? Est-ce que c'est notre ambiance ou pas notre ambiance, notre mentalité ou autre? C'est un autre problème. Maintenant, il faut toujours voir l'enfant et la famille. On peut être étonné parce que lorsque, par exemple, Abraham envoie Eliezer pour lui chercher sa femme, d'accord, dans la famille dont est issue Sarah et même dans la famille dont est issu Abraham, parce qu'ils sont famille, d'accord, on voit que Rivka, elle n'est pas issue de la meilleure famille. On voit avec son père, avec son frère, l'ambiance familiale, elle n'est pas au top. Et pourtant, on lui a dit, va chercher là-bas, parce que la fille idéale pour ton fils, elle est là-bas. Abraham le savait, Dieu lui a dit. Donc, il faut faire attention à tous ces points-là. Les problèmes de zivoug et de couple, il faut faire attention, prendre les bons conseils avec les bonnes personnes. Je ne parle pas de rabbins kabbalistes, il faut faire attention à ces choses-là, d'accord? Pas des rabbins qui lisent dans les mezuzot ou les ketubot, ou qui font des vérifications et qui disent, etc. Ça ne marche pas, tout simplement parce que même si on a affaire à un vrai kabbaliste, il ne voit notre mazal qu'au moment où on lui pose la question. Et chaque action, Israël met à la mazal, chaque action que l'on mène peut changer totalement la donne. Ça, c'est premièrement. Il faut aller voir un rav qui a le Da'at HaTorah, qui a l'habitude de gérer les gestions de crise, qui a l'habitude de gérer les mariages et les divorces et les problèmes familiaux, et qui a été formé pour ça. Et ça, c'est des formations, je vous dis, et je vous le dis très franchement, c'est au moins 20 ans de chimouche, 20 ans de formation à régler ce genre de problème pour une personne, pour être sûr d'avoir affaire à une personne qui sache régler le problème comme il faut. Mais comment on fait alors? Il faut aller voir quelqu'un, un rav, il va nous montrer un diplôme. Comment on peut savoir que cette personne, elle est expérimentée là-dedans? Alors justement, venez, allez, refais-le-me-le. C'est toujours le même détail. Il faut savoir que l'État d'Israël parfois fait des choses qui sont très très bien. Il faut le savoir. Par exemple, l'État d'Israël, quand ils mettent en place des rabbanim et des dayanim dans les batédines, d'accord, on peut dire ce qu'on veut. C'est des gens qui ont étudié des années, qui ont fait chimouche. D'abord, un dayan, avant de pouvoir pratiquer en tant que dayan dans le bedin, pendant des années après avoir reçu son diplôme, on le laisse dans le bedin avec les dayanim pour apprendre des dayanim à gérer les crises, etc. Parfois, il va y avoir certaines crises qui vont être mieux gérées que d'autres, entre guillemets, mais il y a un véritable chimouche qui est fait. Entre guillemets, il y a un véritable pendant des années. C'est-à-dire, il y a une formation, il y a un diplôme et il y a un chimouche. Et dans tous les tribunaux rabbiniques, on a des spécialistes de Shlom Bayit, on a des conseillers, on a des psychiatres, des personnes qui sont reconnues, avec lesquelles les autorités ont l'habitude de travailler pendant des années. Et dans ce genre de problème-là, il vaut mieux s'adresser à un dayan qui sache nous adresser vers la bonne personne. Et un dayan qui est en place, qui a bien son diplôme et qui est en place dans un tribunal d'État. On peut réfléchir par soi-même. On peut réfléchir par soi-même. Ok, voilà. Merci beaucoup. On va passer tout de suite à une nouvelle rubrique. On a notre invité aujourd'hui, l'invité EC News. Tout de suite, on passe à l'invité EC News. Jingle. Aide-moi un peu, tu me laisses seul là dans les jingles. Tu fais trop bien les jingles. Ouais, mais je suis sûr qu'un rabbin qui fait un jingle, ça passe de folie, quoi. On va essayer. Ça fait pas sérieux. Non, mais il peut passer au zapping après. Alors, déjà, on continue. Alors, l'invité CNews, vous l'avez vu aujourd'hui, notre invité, on peut pas le louper. Hein, il est là, il est imposant, on l'a entendu, on a pris plaisir à l'entendre, le Rav Eli Kling. Rav Eli Kling, vous êtes prêt pour parler un peu de vous aujourd'hui? On va essayer. Alors, dites-nous, on va commencer par ce que vous faites.
l'école Chemdat Hadaron. Expliquez-nous un peu ce que c'est, quel âge, quel enseignement. Ça fait 23 ans. C'est-à-dire on va commencer en octobre, Bezrat Hashem, après les fêtes, la 24e promotion. 24 promotions, ça fait quand même une tranche de vie, quoi. Combien par promotion en moyenne? Au début, on a commencé avec 9. Ouais. Les 9 de la première promotion auxquelles je suis reconnaissant jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Sans elles, on n'aurait rien pu faire. Je ne sais pas pourquoi elles sont venues. Elles n'avaient aucune référence pour nous faire confiance. Mais enfin, elles sont venues. Et grâce à elles, on a pu commencer. Et puis après, par le bouche à oreille, les copines, les cousines, etc., au fur et à mesure, c'est un petit peu long à créer une réputation. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de la détruire, la réputation. Mais pour créer une réputation, c'est un peu compliqué. Mais avec le temps, finalement, ça marche. Donc, on est passé de 9 à 15, puis de 15 à 20, puis de 20 à 30. Et là, on tourne autour de 35, 45 chaque année. Cette année, on est 40. D'accord. C'est des filles qui ont quel âge? C'est des filles qui viennent après le bac en général. Soit elles viennent directement après le bac, ce qui est le cas de la majorité d'entre elles. Sinon, c'est des filles qui viennent après avoir déjà essayé un ou 2 ans de fac. Ou, bon, ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir également des jeunes filles de 20 ans, de 21 ans, même quelques fois, mais c'est rare, de 22 ou 23. Mais en général, c'est des filles de 18-19 ans. Donc elles viennent de tous les coins de France, ou alors même des communautés francophones qui ne sont pas dans Martinique. On a eu quelques cas comme ça, de jeunes filles très sympathiques qui venaient. Je suis allé une fois en chercher une comme ça là-bas dans les îles. Je retournerai bien d'ailleurs, mais... Ouais. Alors, avis, si vous voulez inscrire votre fille à Chemdat Hadaron, Rav Elikling est prêt à venir dans les îles. Oui, en Guadeloupe, je l'ai trouvé... Aux Bahamas aussi, éventuellement. Ouais, mais personne n'est prêt à me payer le billet, je sais pas pourquoi. Okay. Ici, on a eu quelques Canadiennes, il y a toujours une Belge ou une Suisse comme ça qui se perd, on ne sait pas trop comment. Cette année, on a une Italienne. Mais voilà, mais essentiellement, c'est les francophones. Ouais. Mais essentiellement, c'est les jeunes filles francophones. Ouais. Donc, ça veut dire 23 ans. Allez, on fait une moyenne de 15. Ça veut dire que ça en a fait des mariages, des petits-enfants, des... Ouais. Alors là, j'ai eu un coup de déprime il n'y a pas très longtemps, il y a deux mois. Il y a quelqu'un qui me téléphone de Marseille. Elle me dit « Salut, c'est Corinne. » Corinne. Oui, Corinne de Marseille, tu te rappelles pas? Non, pas vraiment. Mais si, Corinne, la première promo. Ah, Corinne. Elle est grand-mère. Non, elle n'est pas grand-mère, mais... Elle est à côté de toi, elle s'appelle Corinne. C'est un moment de déprime, non? Mais elle me dit, voilà, ma fille est en terminale et j'aimerais bien l'inscrire à Chemdat Hadaron. Ah, beau. Et alors... je comprends ta déprime, tu as fait 2 générations. J'étais déprimé pendant 10 minutes, j'ai arrêté de parler, ce qui m'arrive rarement. Ouais. Et j'étais vraiment en déprime assez longtemps. Mais c'est-à-dire, d'un côté, c'est beau, en effet. Non, je t'abarche-moi. Je t'abarche-moi là. Non, mais tu... C'est vrai. D'un côté, ça veut dire qu'on a un petit peu pris de l'âge aussi. Oui. Enfin, en tout cas, tant que ça marche et tant que ça apporte quelque chose un petit peu différent, un petit plus, alors pourquoi pas? Alors, en quoi consiste le programme? C'est le jour où j'arriverai plus à monter à Masada, je crois que j'arrêterai. Ouais. C'est le critère. Sinon, tu as le téléphérique. Hein. Tu les fais monter avant, on n'en parle plus. Non, mais peut-être y monter en téléphérique. Vas-y, continue. Alors, le programme, en 2 mots. Alors, le programme, il s'agit de leur apprendre pourquoi est-ce qu'elles aiment vraiment la Torah et pourquoi est-ce qu'elles aiment vraiment Israël. C'est ces jeunes filles qui aiment la Torah Israël, sinon elles ne viendraient pas chez nous, mais elles ne savent pas toujours pourquoi. Et donc on est là pour essayer de mettre des mots derrière tout ça, un sens derrière tout ça. Et donc on leur apprend, et beaucoup d'études de collège bien sûr, très variées, avec des cours et des enseignants qui sont différents les uns des autres, et des matières aussi. Peut-être un petit mot là-dessus. Ça ne correspond pas à des filles qui veulent entendre le même son de cloche toute la semaine. On a des intervenants, des rabbanim et des rabbaniotes qui sont différents les uns des autres. Il y en a un qui a été formé à l'Yeshiva des étudiants de Strasbourg, par exemple, pour donner une idée à ceux qui connaissent. Et à côté de ça, il y a un chassid Chabad qui donne un cours de chassidoute. À côté de ça, il y a des gens qui ont étudié dans les yeshivot très sionistes, etc. C'est-à-dire, il y a un petit peu de tout. Le but, c'est que chacune finisse par trouver quelque chose qui l'intéresse chez l'un ou chez l'autre, ou chez l'une et chez l'autre. Et en un an, on ne peut pas faire grand-chose. Bon, moi, leur montrer les différentes facettes de cet océan que constitue le judaïsme. Et à côté de ça, il y a également tout le côté mechina, c'est-à-dire le côté préparation à la vie en Israël, à la vie estudiantine en particulier. C'est-à-dire pour nous, l'Ulpan, par exemple, ça fait partie non seulement intégrante, mais c'est fondamental. C'est-à-dire il y a 3 matinées par semaine, de 8h30 à 13h, d'Ulpan, organisé par des profs du ministère de l'Éducation nationale, exactement le même Ulpan que quelqu'un qui ferait son LIA recevrait. Vous savez, quelqu'un qui fait son LIA, par exemple, il a le droit à 550 heures d'ivrit payées par l'État. C'est 5 mois, 5 jours par semaine. Nous, on fait ça sur 8 mois
Donc on n'est pas obligé de faire 5 jours Voilà, par semaine. vous êtes allé. Et finalement, c'est le même, donc 3 matinées par semaine, mais c'est le même nombre d'heures, la même méthode également d'Ulpan. Donc elle est censée normalement avoir suffisamment d'ivrit ensuite pour pouvoir continuer en Israël, là, dans la filière où elle a envie de rentrer. Voilà. Il y a évidemment une préparation aux tests psychométriques qui sont aujourd'hui encore dans la plupart des universités. Les tests d'entrée pour pouvoir le bac suffit pas, comme vous le savez. Oui, en Israël, c'est en fait on peut pas entrer dans une université sans avoir fait les tests psychométriques. Et c'est le résultat des résultats des psychométriques qui va vous diriger. Qui vont définir quelle filière. Quelle filière tu peux. Et puis évidemment tout le reste, c'est-à-dire les conseillers d'orientation, des tioulim, des shabbatot organisés, etc. Alors on a fait plein de tioulim dans l'année. Là on en a encore un qui nous attend, le plus beau, le plus grand dans le Golan et dans le Galil la semaine prochaine. Et voilà. Ok. Mais donc c'est après 20 ans, quoi, après le bac. Après 18 ans. Ouais. Après 18 ans. Ouais, après le bac. Parce que j'ai ma grand-mère qui a 80 ans, elle n'est toujours pas mariée. Alors, pour elle, je peux l'envoyer Oui, on peut. Oui, j'aurais certainement besoin de ses capacités pour d'autres projets. Elle sait faire le couscous éventuellement. Juste, vous pouvez citer des noms d'enseignants chez vous. J'aime bien connaître les... Tov. Alors, le Rav duquel on parlait il y a un instant, le Rav de Chassidut, il s'appelle le Rav Abitbol. Le Rav qui s'occupe de tout ce qui est pensée juive s'appelle le Rav Spiber, donc celui qui a étudié à l'échelle des étudiants. Spielberg Spiber. Spiber. Et qui a ensuite a enseigné à Pavillon-sous-Bois pendant longtemps. Il y a l'Alliance, ouais. Il y a également des rabbinim qui ne parlent pas français du tout, comme un qui s'appelle le Rav Hiller, qui est une personnalité très attachante. Si on avait plus de temps, je vous en parlerai davantage. Moi, bien sûr, je donne aussi les cours qu'il faut. Et puis, on est à peu près une dizaine. Il y a le Rav Zenou, qui est un grand connu par les utilisateurs de Sheila, sheila.org. Alors, par exemple, on a un cours de halakha qui s'appelle sheila.org. C'est-à-dire, comme on a la Wi-Fi partout là-bas, donc le Rav rentre en salle, on rentre sur le site, et puis elles choisissent une vraie question qui a été posée, qui n'a pas encore été traitée, et c'est ensemble qu'elles élaborent la réponse et on la publie ensuite sur le site. Donc c'est une manière originale. Donc très important, ce qu'il vient de dire, vous avez peut-être bien entendu comme moi, il y a la Wi-Fi à Chemdat Adarom. Je crois que c'est le plus important. Pour l'inscription, c'est le plus important. Ok. Allez, vas-y, on y va. Termine l'interview. Ok, on peut continuer ? Ok, donc le Wi-Fi, très important. Tu vas pas me contredire là-dessus. Hein. Non, c'est évidemment important. C'est important aujourd'hui. Bon, tout ça, ce sont des kelim, ce sont des ustensiles qui permettent... évidemment, l'important, c'est de ne pas perdre l'objectif de vue. Alors, moi, ce que je vois, donc vous pouvez aller voir sur ta page Facebook, c'est Eli Kling, hein, ça a ton nom ? Facebook, c'est Eli Kling. Ouais, voilà, Eli Kling. Sinon, il y a le on site, voit tous les sorties que vous faites. Ouais. Voilà, je te vois souvent avec des chameaux. Écoute, c'est ce qu'il y a dans le quartier là-bas. Ouais, okay. On sort souvent du quartier aussi. Ok. On sort souvent du quartier aussi. Ouais. Vous faites un tioul. Non, par exemple, je sais pas, à part les grands tioulim, où on part pour 3-4 jours au moins. Là maintenant, celui du Nord, c'est 5 jours. On part vendredi, on revient mardi soir. Et à part ça, on a des excursions qu'on appelle radiomi, c'est-à-dire on part le matin, on revient le soir. Là, par exemple, on est allé voir récemment à Cholon. Je conseille à tous nos auditeurs d'ailleurs, ou nos téléspectateurs. Je conseille d'aller à Cholon. Il y a là-bas un musée qui s'appelle, c'est pas vraiment un musée en fait, ça s'appelle Dialogue Bechashecha, Dialogue dans l'obscurité. C'est dirigé par des aveugles. On rentre de salle en salle, des salles très obscures, on voit rien du tout, et on doit reconnaître dans quelle salle on est en fonction des odeurs, du toucher, du bruit, etc. Et c'est un aveugle qui nous guide, et ensuite on parle avec l'aveugle pour nous dire comment est-ce qu'il vit sa vie au quotidien, et ça nous permet non pas d'avoir pitié de lui, c'est pas le but du tout, mais de mieux comprendre. Vie ma vie, quoi. Ça fait partie de la formation finalement, voilà. C'est-à-dire de pouvoir être suffisamment ouvert à l'autre et ne pas vivre sa vie uniquement pour soi-même. Alors les élèves après donc le programme, comment elles vont dans la société israélienne, elles rentrent à la fac, elles font le Shirut Leumi, elles font l'armée. Voilà, alors ça dépend évidemment de chacune. Chacune choisit. Nous, on est là pour les guider, les conseiller, mais évidemment, c'est elles qui décident. Donc, beaucoup décident de faire le Shirut Leumi. Shirut Leumi, c'est donc le service civil. Alors, comme vous le savez, on peut choisir le service civil un petit peu. Il y a énormément de possibilités. Ça peut être dans les milieux hospitaliers ou éducatifs,
ou même dans les milieux pour l'ALIA, justement, pour essayer d'aider les gens à s'intégrer. Il y a toutes sortes de possibilités. Et, bon, il y a une cette année, par exemple, qui va travailler avec les animaux parce que c'est ça c'est sa passion. Ce qui la passionne. Et tout ça dans l'esprit de donner quelque chose au pays, pas seulement de recevoir. Et avec leur niveau d'Ulpan et de psychométrique, elles peuvent aussi rentrer directement dans les universités en Israël. Certaines rentrent directement dans les universités en Israël. Après, ça dépend évidemment de la faculté de chacune. Bien sûr, et des résultats psychométriques. Enfin, en général, c'est une fille qui est sérieuse et qui a suivi un cursus d'école juive habituelle en France. Au bout d'un an d'Ulpan, elle peut intégrer. Vous savez, pour entrer dans les facs, il faut avoir ce qu'on appelle un niveau Gimel. Oui. En général, c'est le niveau qu'elles obtiennent au moins à la fin de la première année. Si vraiment c'est une fille qui commence depuis le début, ça arrive également. Bon, on a Baruch Hashem, suffisamment de filles depuis quelques années pour faire plusieurs niveaux d'Ulpan. Donc les jeunes filles peuvent trouver et en collège aussi, trouver le niveau qui est adapté. Mais sinon, si vraiment elles commencent début, et bien sûr, c'est un peu compliqué ensuite d'avoir le niveau Gimel à la fin de l'année. Mais bon, à ce moment-là, on lui conseille de faire un petit Ulpan d'été, etc. En tout cas, celles qui veulent rentrer l'année suivante, à partir d'octobre, dans les universités, elles peuvent également le faire. Alors, ok, donc pour entrer dans ce programme, si vous êtes intéressé, si vous voulez poser des questions à Rav Eli Kling, il y a Facebook. Il y a Facebook, il y a la page de Chemdat Adarom. On peut voir un petit peu l'ambiance particulière de Chemdat. Et on peut vous contacter dessus. Oui, alors c'est chemdatadarom.com et on peut me contacter dessus, en effet, oui. Et puis sinon, il y a toutes sortes de... Instagram. Oui, il y a les salons aussi. Il y a bien sûr des salons de l'étudiant où vous êtes présent. Le dernier, ça sera en juillet, début juillet, juste après le 17 Tammuz, c'est-à-dire lundi, ça sera à Paris, lundi 3, je crois, juillet, et le mardi 4 à Marseille. D'accord, ok. Super, merci beaucoup. Voilà. On va passer maintenant un peu pour entrer dans la vie d'Eli Kling. On va faire l'interview pour être plus proche. Jingle pour être plus proche d'Eli Kling. Jingle pour être plus proche. Pour être plus proche. Pour être plus proche. Attends, vous êtes d'origine ashkénaze? Moi? Ouais. Moitié-moitié. Parce qu'il y a un côté hyper sympathique, mais grave. Depuis tout à l'heure, je kiffe. Quoi, tu connaissais pas Rav Eli Kling? Non, pas du tout. Je viens de le découvrir, je suis hyper content de le connaître. Mais attends, alors l'interview pour être plus proche, Rav Eli Kling. Ouais. Alors, nous allons faire une interview mémoire. Mémoire. Ça va être une interview ashkénaze. Alors, je le dis à tous mes invités, je te le dis à toi aussi, Rav. Ouais. L'interview est écrite par Shimshon Nathalie. Donc, quoi qu'il arrive, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, c'est normal. C'est de sa faute. Voilà, personne ne comprend. Okay. Alors, on va faire une interview mémoire. Si je te dis 1928. 1928, c'est l'année de naissance de ma mère, de mon père. Si je te dis 1945. 1945, c'est la fin de la guerre de... C'est la sortie d'Égypte. C'est la rentrée en séminaire israélite de France de ton père. Ah, tu vois. Oui, il s'est passé plein de choses. Ah oui, on en connaît des choses. 1949. 1949, ça va être le mariage, non, de mes parents. Oui, avec ta mère, ouais. Esther Akoun. Ouais. Voilà, donc le côté séfarade du Rav Kling. Voilà. Moi, je m'entendais parce que vu le nom, ça devait être que sa mère, quoi. D'Algérie, oui. Ouais, moi, c'était Ganem, ma mère. J'avais une tante qui s'appelait Akoun. Hakuna Matata. Bravo, il y a toujours un prendre pour me suivre. J'étais sûr qu'il était là, il est toujours là. À côté de Franck. Bon, allez. Quel chant fantastique. Non, mais je crois que tu avais une coque de téléphone avec écrit Hakuna Matata à un moment. Tu rigoles, quoi, jamais de la vie. Ah, ou une sonnerie de téléphone? Non, mon téléphone, c'est 0545 545 005. D'accord, ok. Il place son téléphone, on n'a pas demandé. Très tunisien comme numéro. Ok, très bien. Malgré qu'il est ashkénaze. On reprend l'interview mémoire. Oui, hein. 1955. Ah, mon père est arrivé à Lyon. Et il est devenu le Grand rabbin de Lyon. Bravo. 1974. Ah, tu passes sur 59 où je suis né. C'est une interview mémoire. Ok. Alors, qu'est-ce que tu dis 74? Ah, on a votre date de naissance 74, maintenant. on est parti à Nice. Il a été nommé Grand rabbin de Nice. Et en quelle année tu es né? En 1959. Ah, quand même. Oui, quand même. Il a 2 ans d'écart avec toi. J'attendais la réflexion de... Alors, 1974, donc Grand rabbin de Nice. Ouais. 74 à 93. Michael Jackson. Il était donc à Nice.
Oui. Et ensuite, il a fait son Aliyah en 93. Radio Shalom Nitzan, c'est quoi? Radio Shalom Nitzan. Alors ça, c'était la grande aventure de mon père en tant que grand rabbin de Nice. C'était l'époque des radios libres. Okay. Et donc ça fleurissait un peu partout. Et lui, il avait une page par semaine que la radio libre nouvelle de Nice, la municipalité de Nice en fait, lui accordait. Et puis, et un jour, le maire de Nice, qui était très sympathique au départ, il lui a dit non, aujourd'hui tu peux pas parce que c'est une fête chrétienne, je sais plus laquelle c'était. Ça l'a tellement énervé que parce que c'est une fête chrétienne, alors on peut pas avoir la petite heure d'émission juive de le truc. Il a dit on va faire notre radio. Et donc, c'est un cas unique dans l'histoire des radios juives en France, puisque c'est le rabbin qui a décidé de créer la radio. Je me rappelle qu'il se baladait avec des boîtes d'œufs. Parce qu'on lui avait dit qu'on pouvait isoler un studio avec des boîtes d'œufs sur le mur et que ça coûtait moins cher. Donc il a fait tout ça, il s'est occupé de tout. Et après, il était lui le directeur de la radio, donc, et c'est lui qui accordait des pages horaires aux différentes responsables communautaires. Donc ces dames de la Viso, elles avaient le droit de venir entre telle heure et telle heure. Et lui, il faisait tout. Il faisait la politique, il faisait les informations, la Torah, le sport, le truc. Il faisait tout. Et puis il me disait si j'avais connu ça avant. Voilà un outil qui permet de joindre des milliers et des milliers de gens, beaucoup plus en une journée que tout ce que j'ai fait pendant. Alors ça doit lui faire plaisir aujourd'hui que son fils est à la télévision. Certainement, mais même quand il a fait son Aliyah, il continue à enregistrer des petites émissions qu'il a envoyées à la radio Shalom Nitzan. Alors son Aliyah, justement, quelle année? Donc en 93, je pense. Ouais. Bravo, il est venu où en Israël en 93? Il est venu à Kfar Maimon, il est venu en fait au départ parce que nous on y était là-bas depuis quelques années déjà et il voulait pas rester dans ce petit village sympathique, il voulait certainement aller à Jérusalem ou à Netanya ou ailleurs, mais au fur et à mesure que comme il avait le pied à terre là-bas, il s'est dit pourquoi chercher ailleurs. Il était très impressionné par cette vie d'un village juif conscient de leur Judée. Et voilà. Et ce qu'il a beaucoup aimé là-bas à Kfar Maimon, c'est que ce sont des agriculteurs, des gens qui travaillent la terre avec beaucoup d'idéal et qui font un daf yomi, ils étudient la Gemara tous les jours. C'est des gens... par exemple, il ne leur revenait pas qu'il y avait autant de monde à la synagogue le Shabbat que Kippour. Alors, lui qui avait connu les Kippour de France, il dit comment c'est possible? Il dit mais enfin c'est normal. La mitzvah, c'est une très grande synagogue avec beaucoup de monde. Alors il y avait du monde, il y avait et puis il adorait. Personne ne savait exactement qui il était là-bas. C'est-à-dire, il savait qu'il était rabbin, parce que je l'avais dit quand on me posait la question, mais il ne savait pas trop quel genre de rabbin c'était. On ne savait pas qu'il a failli être grand rabbin de France, par exemple, des trucs comme ça. Donc ils l'ont appris seulement à son décès, lorsque les gens sont venus pour les shivas, etc. Et ils m'ont dit, mais comment c'est possible qu'on ne l'a jamais su? Parce que lui, en fait, il prenait plaisir à aller assister aux cours du Rav, à s'asseoir avec tout le monde. Et au contraire, il adorait cette vie. Il s'était acheté un petit vélo pour faire ses courses à ma collègue du coin. Et il cultivait son jardin. Et il faisait des petites mitzvot qu'il avait l'habitude de faire avec beaucoup d'amour et de simplicité. C'est une grande leçon de vie pour tout le monde. Et en 2003, hélas. Et il nous a quittés. En 2003, il nous a quittés beaucoup trop tôt. Et il a eu des problèmes de santé et voilà, ça s'est mal terminé. Et votre humour que vous avez dans la famille King, vous le tenez de votre père? Pas du tout, nous sommes des gens très sérieux. Ouais, non, entre Joël et toi, entre ton frère Joël et Non, et on toi. est très contre l'humour. Contre l'humour, d'accord. On pense que mais lui, il était déjà le début de la grande rigolade et après on dit n'importe quoi et on ne sait même pas ce qu'on dit. Okay. Donc on est très opposés à l'humour. Et vous tenez ça de votre père? On tient ça de mon grand-père aussi qui était Je parle du grand-père Ashkenaz, celui-ci. Ouais, c'est ça. Non, parce que j'ai deux grands-pères, donc vous avez compris, j'ai un grand-père Sfarad et Ashkenaz. Ouais. Alors quand on venait au Seder, en France, il y a, comme vous le savez, 2 soirs du Seder. Donc il y avait un soir où c'est mon grand-père Ashkenaz qui officiait, et l'autre c'était mon grand-père Sfarad. Et ils étaient censés normalement ne pas intervenir l'un dans le Seder de l'autre. Et ça commençait dès qu'on posait le plateau du Seder. Donc le grand-père paternel, c'était lui qui devait faire le premier soir. Et donc il se levait pour aller se laver les mains. Et au moment où il se lavait les mains, l'autre, il était là avec sa galette, il disait rien. Mais il changeait l'ordre du... Et c'était chaque année pareil. Quand l'autre il revenait, il disait rien non plus, mais il remettait les choses. Bah justement, Elie, on a retrouvé le film de ce Seder. Shimshon, envoie-nous le film. Voilà, merci beaucoup, Rav Kling. Voilà, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'est très sympa. Je reviens quand vous voulez. Avec plaisir. Voilà. Je pense qu'on va te faire revenir. D'accord. Shimshon, il a réussi à te faire un film au cinéma. Maintenant, il te fait faire de la télé. Très, très important comme film. On est collègues en fait. On a participé tous les deux. Voilà. Ouais, t'avais le bon rôle. Moi, j'avais le mauvais. À chaque fois, il me met. Justement, si je peux me permettre, pour le prochain, j'aimerais bien avoir un rôle un peu plus important quand même. Et moi, un rôle un peu plus gentil. Merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Alors, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Stéphane. Merci Franck.
Merci Corinne, Ravishaï, c'était un plaisir de passer encore cette heure avec vous. J'espère que vous allez me supporter et revenir encore la semaine prochaine. Mais ça, c'est vraiment un S, Bezrat Hashem. Merci à tous, à bientôt et envoyez-nous des messages. Bye.